Bien, bonjour à tous pour cette conférence annuelle de la FNDP consacrée à la fiscalité, à l'actualité fiscale patrimoniale pour l'année 2020. C'est un colloque qui est maintenant un peu traditionnel. Je me posais la question de savoir quand il avait commencé. Pourtant, j'étais présent à chacun, sauf une année où Sophie m'avait remplacé il y a 2 ans. Mais j'étais présent à tous ces colloques et je crois qu'on a commencé, de mémoire, je demandais à mes amis, je crois que c'était en 2012, la première édition. Voilà, donc c'est devenu une tradition. Et puisque j'ai 10 minutes de mot d'accueil et que nous avons déjà 10 minutes de retard, eh bien, je vais faire un mot d'accueil extrêmement court, donc bienvenue à tous. Et je vais sans tarder passer la parole à nos différents intervenants, alors que je remercie tout d'abord, on ne les présente plus. Il y a tout d'abord Jérôme Auguin, qui est ingénieur patrimonial chez BNP Paribas et qui va, avec maître Pascal Julien Saint-Amand, notaire à Paris, réseau Altémis, qui vont nous entretenir du nouvel abus de droit, cet abus de droit, essentiellement donc l'article L64A du livre des procédures fiscales, qui a été institué par la loi de finances pour 2019, dont on a dit qu'il entrera, il pourra donner lieu à des redressements à partir de 2021, mais pour des actes accomplis à partir de 2020. Donc on peut dire que c'est d'ores et déjà d'actualité pleine et entière. Et on sait que la pratique s'est beaucoup interrogée au fil de cette année pour savoir ce qui serait principalement fiscal, même si je note dans une réponse ministérielle Procaccia, je cite, « L'administration fiscale appliquera à compter de 2021 de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables ». Ça, c'est la parole du ministre. Et puis maître Jean-François Desbucois du cabinet Fidal qui interviendra, nous interviendrons tous les deux sur le thème société et libéralité parce que il y a une actualité jurisprudentielle riche sur ce terrain d'opérations qui ont été taxées comme étant constitutives d'une libéralité soit faite à une société, soit faite par une société. Alors, sans plus tarder, je vais donc céder la parole à nos premiers intervenants. Je rappelle pour mémoire que ce colloque, comme tous les ans maintenant, depuis, je crois, 3-4 ans, est filmé et vous pourrez avoir accès, évidemment, aux vidéos sur le site internet de la FNDP pour nos adhérents en vous connectant avec vos codes d'accès. Bonjour à tous. Et donc, nous allons commencer tout de suite par cette partie d'actualité fiscale. Alors nous, on commence par les mauvaises nouvelles. Donc, comme on s'occupe des mauvaises nouvelles, on va vous parler bien sûr de l'abus de droit, du mini-abus de droit, ou plutôt de l'abus de droit vicieux, sur lequel on va revenir tout de suite. Mais avant ça, puisqu'on était dans la partie mauvaises nouvelles, on voulait vous dire un petit mot de Daxis, parce que certains n'ont pas forcément intégré le fait qu'on a aussi une obligation liée à Daxis. Alors, Daxis, c'est la transposition en droit français d'une directive européenne sur les montages transfrontaliers agressifs. Donc, directive européenne de mai 2018, avec une transposition en droit français en octobre 2019, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2020, et qui est donc rappelée et analysée en détail dans les différents articles du Code général des impôts qui sont ici projetés. Alors, sans rentrer trop dans le détail de Daxis, le principe, c'est quoi? C'est que lorsque vous participez à un schéma ou à la mise en place d'un schéma ou la proposition d'un schéma dans un cadre transfrontalier qui présente un avantage fiscal, eh bien, vous avez une obligation déclarative. Et l'obligation déclarative, donc il faut d'abord qu'il y ait un élément d'extranéité, donc on est dans les montages transfrontaliers, une obligation de révélation qui incombe aux contribuables eux-mêmes, donc ça c'est de l'autodénonciation, et par les intermédiaires, où là c'est effectivement l'intermédiaire doit informer l'administration de l'existence de ces montages. Alors l'intermédiaire, c'est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière
et qui le met à disposition au fin de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. Donc vous voyez, c'est très large, hein, ça va concerner bien évidemment tous les conseils, avocats, notaires, family office, CGP, etc., etc. Hein, toute personne qui va contribuer en fait à la mise en œuvre d'un schéma transfrontalier. On a donc une obligation déclarative dès lors qu'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à tirer d'un dispositif compte tenu de l'ensemble des éléments de fait et circonstances pertinents est l'obtention d'un avantage fiscal. Donc vous voyez, c'est une définition qui est très large. Hein. Dès lors qu'un des avantages principaux, c'est l'intérêt fiscal de l'opération, il y a une obligation déclarative. La sanction, 5 000 € sur les premiers manquements et ensuite qui passe à 10 000 €. On a un plafond en France qui est de 100 000 € par an. Dans les autres pays européens, on a dans certains pays des plafonds beaucoup plus élevés dans le cadre de ces manquements. Le point qu'il faut surtout bien retenir, c'est que même si le texte rentre en vigueur au 1er juillet 2020, il s'applique sur toutes les opérations réalisées depuis le mois de juin 2018. C'est-à-dire que toutes les opérations auxquelles un professionnel a pu participer depuis juin 2018 devront faire l'objet d'une déclaration à compter du mois de juillet 2020. Et donc pour ces opérations antérieures, on disposera d'un délai de 2 mois à partir du 1er juillet 2020 pour révéler l'existence de ces opérations. Et pour les nouvelles opérations réalisées à compter de juillet 2020, il y aura une obligation déclarative qui interviendra dans le délai du mois de la mise en place ou de la proposition de la solution proposée qui présente donc cet avantage. Donc vous le voyez, on a dans des opérations, dès lors qu'il y a un élément d'extranéité, eh bien on va avoir cette nouvelle obligation déclarative qui rentre dans l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles on est peu à peu soumis dans les différentes professions. Donc, au niveau bancaire, c'est quand même aussi c'est des conseils, c'est des montages. On parle souvent de dispositifs. Après, ça peut être aussi des simples produits. Par exemple, on peut se poser la question des contrats luxembourgeois avec des spécificités qu'on n'a pas en France. On peut se poser la question effectivement de certaines SCPI que les banques commercialisent qui ont des actifs à l'étranger. Bon, je pense à l'Allemagne par exemple, où il y a effectivement, on peut en tirer certains avantages par rapport à une détention en France et du fait de la convention fiscale. Et donc on peut se poser la question sur des produits qui paraissent des fois banals, hein, qui rentrent dans l'obligation de déclaration. Donc en ce moment dans les banques, il y a un grand mouvement effectivement pour repérer, répertorier tous ces produits qui peuvent éventuellement rentrer dans DAC6. Donc je vais poursuivre sur le nouvel abus de droit. Donc c'est la deuxième un peu mauvaise nouvelle de notre soirée. Donc l'article, avec l'article L64A du LPF, qui est une nouvelle clause anti-abus qui a été mise en place, tout à fait pour contrarier, effectivement, rajouter un but effectivement principalement fiscal, alors qu'avant, dans la fraude à la loi, on avait un but exclusivement fiscal. Donc là, en regardant un panorama, effectivement, un peu la synthèse des textes que l'on a aujourd'hui, sur l'abus de droit, on a qui est IS et hors IS, puisqu'effectivement, on a un dispositif spécifique à l'IS qu'on verra après. Donc on a les deux branches de l'abus de droit, fictivité, donc tout ce qui est simulation, et on a la branche fraude à la loi avec des actes contraires à la finalité des textes, plus un motif exclusivement fiscal. Donc ça c'est codifié à l'article L64 qu'on connaît aujourd'hui. Donc là vous avez les deux moyens effectivement en dessous de demander effectivement éventuellement des garanties pour les contribuables qui sont le rescrit de l'article L64 B et la CADF. Donc la commission effectivement des abus de droit fiscal. Donc après, la nouveauté, c'est le mini-abus de droit, effectivement. Donc là, c'est hors IS. Hein, donc effectivement, pour la nouvelle clause anti-abus pour l'IS est codifiée à l'article 205A du CGI. Donc nous avons le mini-abus de droit, toujours sur le fondement de la fraude à la loi, acte contraire effectivement à la finalité des textes, plus effectivement, là on élargit un petit peu le champ en ayant un motif principalement fiscal.
puis le corollaire pour l'IS, hein, donc la clause anti-abus spécifique à l'IS, on retrouve exactement les mêmes conditions, un acte contraire à la finalité des textes, plus un motif principalement fiscal. Donc ça, c'est la première base qui est calée effectivement sur l'article L64A du LPF. Et on a une autre condition qui est l'absence d'un motif commercial valable. Donc il y a deux conditions, et il faut absolument qu'il y ait ces deux conditions pour que cette clause anti-abus puisse jouer. Donc on a une condition supplémentaire par rapport au L64A, au mini-abus de droit. Donc simplement, les conditions, il faut que l'acte répond littéralement au texte, mais est contraire à la finalité du texte. Hein. Donc effectivement, l'administration doit démontrer que l'acte est contraire à l'objet ou à la finalité du texte poursuivi par le législateur ou l'auteur de la décision. Donc, le L64A n'est pas comme le L64, effectivement. On ne peut ne pas... l'acte fictif ne fait pas rentrer forcément l'acte dans le L64A. Hein. Donc, effectivement, c'est une opposition par rapport au L64. La notion d'acte est très large. Hein, c'est acte, c'est pas forcément un acte, je dirais, écrit. Hein. C'est tout acte. La notion d'acte, c'est tout acte ou fait qui manifeste l'intention de son auteur et produit des effets de droit. Donc, c'est des actes écrits ou non et unilatéraux ou multilatéraux. Hein. Donc, effectivement, on pense d'un bail, on peut très bien avoir un bail oral qui rentre dans le champ d'application. Ensuite, effectivement, la notion de texte. Hein. Donc, le texte, c'est les lois et les textes réglementaires, qui les précisent. Toutes les décisions qui créent du droit, donc c'est les réponses ministérielles, les rescrits publiés au BEFIP, et ça peut être effectivement normalement des instructions administratives qui créent du droit, mais non, même si ça ne devrait pas créer du droit. Ne sont pas des décisions, hein, les instructions administratives qui sont simples commentaires de la norme et les décisions individuelles de rescrit. Deuxième condition, l'acte a pour motif principal de réduire les charges fiscales qui auraient normalement dû être supportées. Donc, on voit qu'effectivement, l'acte va à l'encontre de la finalité des textes. Ça, c'est la première condition. Si cette première condition n'est pas remplie, on est bien d'accord, on ne rentre pas dans le L64A. Si cette première condition, effectivement, est remplie, on va regarder, effectivement, si le motif principal est d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Donc, ça peut être réduire une dette d'impôt, percevoir indûment un crédit d'impôt, augmenter, effectivement, une situation déficitaire. Donc là, sont visés, et c'est le motif principal, ça va être la principale difficulté, hein, effectivement, d'appréciation pour le L64A, sont précisés tout ce qui est effectivement les actes dépourvus, les opérations dépourvues de substance économique. C'est vrai que si l'opération ne tient pas, n'est pas cohérente au niveau économique, on va basculer facilement vers le L64. Rapidement, les sanctions. Donc les sanctions, c'est des majorations de droit commun. On sait effectivement, pour éviter, une censure du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de sanctions automatiques liées à l'abus de droit. Par contre, effectivement, sur les circonstances, on peut tomber avec les sanctions de 40% et 80% pour les manœuvres frauduleuses. Quelles garanties? Les garanties, c'est celles du L64. Donc, il y a un renvoi du L64A vers le L64 avec la procédure de rescrit, qui est on espère qu'il sera peut-être plus utilisé, mais bon, c'est pas vraiment sûr. Et le comité des abus de droit fiscal, qui est saisi par l'administration ou par le contribuable. Date d'application. C'est le 1er janvier, effectivement, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, et sur des actes, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du 1er janvier 2020, donc on est à partir du 1er janvier dernier. Donc on est en plein dedans. Rapidement, l'article 205A du CGI, donc elle transpose effectivement la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale, dite ATAD. C'est un dispositif limité aux droits des sociétés. Hein, donc l'article 205A est spécifique aux droits des sociétés.
on ne peut pas utiliser le L64A pour les droits de société. La date pour les exercices, donc c'est déjà appliqué, hein, c'est depuis 2019. Enfin, les exercices qui sont clos à partir du 30 décembre là, 2019 sont dans le champ d'application. La date du montage est sans incidence, donc là, il n'y a pas de, on peut se retrouver effectivement avec des opérations passées qui risquent de tomber sous le coup de ce dispositif anti-abus. Et donc, ce qu'on a vu, donc, il y a ce qu'on vient de voir pour le L64A qui est applicable, donc mise en place, objectif principal, l'obtention d'un avantage fiscal contraire à la finalité du droit fiscal applicable. Et le deuxième, le montage non authentique, qui est la spécificité effectivement de 105. Et là, c'est l'absence de motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ou un avantage économique très marginal par rapport à l'avantage fiscal obtenu. Donc on se retrouve un peu si on a un avantage commercial, effectivement, et que c'est contraire à la finalité, on va accepter, on ne va pas tomber dans la clause anti-abus. Donc là, il y a déjà une instruction administrative qui est dessus. Alors maintenant, on va peut-être voir, effectivement, pour que ce soit un petit peu, de voir les principaux schémas patrimoniaux que l'on connaît, et voir un petit peu par rapport au L64 et au L64A, quelles sont les réflexions qu'on peut avoir si il y a une zone de risque, sachant qu'on a, bien sûr, c'est très difficile de porter un jugement aujourd'hui, n'ayant aucune instruction et n'ayant aucun recul sur la mesure. Alors, je reprends la phrase, effectivement, l'administration que disait Renaud Mortier, effectivement, appliquera de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée au législateur. Donc, on verra si la promesse est tenue. Donc, je rappelle les analyses, effectivement, toujours dans l'opération patrimoniale. Le motif, toujours principal, donc l'élément subjectif. Et deux, on regarde si le premier est respecté. On va voir si donc le deuxième, si c'est contraire. Non, c'est plutôt le contraire. C'est le contraire à la finalité du texte en 1. Et 2, effectivement, c'est le motif principal. Comme l'a évoqué Jérôme, on voit aujourd'hui en synthèse que jusqu'au 31 décembre 2018, on avait uniquement l'abus de droit. Donc l'abus de droit, on sait ce que c'est. Il y a deux branches, la fictivité d'une part, la fraude à la loi d'autre part. Ça, c'est les deux branches de l'abus de droit. Depuis le 1er janvier 2019, on a ce nouvel abus pour but principalement fiscal, donc c'est la notion de fraude à la loi, mais pour but principalement fiscal, qui entre en vigueur, mais uniquement pour l'IS. C'est l'article 205A dont nous a parlé Jérôme. Puis, à compter du 1er janvier 2020, on a le L64A qui rentre en vigueur et qui, lui, s'applique à l'ensemble des autres impôts, en dehors de l'IS, et qui va donc s'appliquer toujours sur cette branche de la fraude à la loi, mais sur le but principalement fiscal. Donc toute la question qu'on se pose tous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un but principalement fiscal? Et je ne suis pas en train de comparer en fait une valeur ou un gain et une valeur financière avec une autre valeur financière. Je dois prendre en considération tout un ensemble d'éléments. Lorsque j'organise une transmission, comment je valorise le fait que j'ai transmis par rapport à un gain fiscal? Lorsque je protège le conjoint parce que j'ai adapté le régime matrimonial, comment je vais évaluer l'intérêt de cette protection par rapport au gain fiscal que ça peut générer? On voit bien qu'en rentrant dans cette subjectivité, eh bien, du coup, on met de la fragilité dans l'ensemble des opérations. Alors pour autant, il ne faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme, parce que le texte est très clair, c'est le but principalement fiscal, contraire à l'objectif poursuivi par le législateur ou par l'auteur du texte. Donc c'est but principalement fiscal, contraire à l'objectif poursuivi. Alors on a décidé donc avec Jérôme de vous présenter ça sous l'angle d'un certain nombre d'opérations classiques. Bien évidemment, on pourrait étendre cela à beaucoup d'autres opérations, mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la méthode pour essayer de voir comment avancer sur ce qui est un but principalement fiscal contraire à l'objectif du législateur ou non. Alors on va commencer simple, on commence par une donation en pleine propriété avant cession. Alors la première question qu'on va se poser, c'est de dire finalement quel est l'intérêt de la démarche. Parce que si je n'ai pas d'intérêt fiscal, je n'ai pas de problème. D'accord? Donc d'abord je m'assure que j'ai un problème avant de réfléchir, je ne voudrais pas réfléchir pour rien. Donc intérêt de la démarche, purge de la plus-value latente. Donc j'ai un intérêt,
Je prends un exemple, monsieur et madame Laporte ont 2 enfants, Isabelle et Paul, ils ont créé leur société, ils ont un prix de revient qui est très proche de 0, et la société a une valeur de l'ordre de 3 millions d'euros. Ils veulent donner 500 000 euros net à chacun de leurs enfants, ils ont donc 2 options. Première possibilité, ils vendent les titres, ils payent l'impôt sur les plus-values et ils donnent le net aux enfants. Deuxième possibilité, ils donnent 500 000 euros de titres aux enfants, puis ce sont les enfants qui cèdent les titres. Alors regardons donc quel est l'effet de chacune des options. Première option, je ne commence pas par la donation, donc je n'ai pas de donation avant la cession. Du coup, je vais payer un impôt de plus-value. Si bien que dans l'opération globale, si je regarde ce que ça me donne au final, eh bien je vois que dans les 2 cas, pour avoir donné 1 million d'euros aux enfants, eh bien dans le premier cas, il restera en net chez les parents 882 000 euros, alors que dans le deuxième cas, il restera chez les parents 1 217 000 euros. Donc c'est clair que j'ai un gain fiscal, puisque j'ai gagné 350 000 euros entre les 2 solutions. Donc j'ai bien un gain fiscal. Alors je me pose la question, est-ce que mon but était principalement fiscal et est-ce qu'il est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur? Alors je vais regarder déjà un petit peu l'environnement de mon opération. Si dans mon opération, j'ai des clauses classiques qu'on retrouve dans les actes de donation, des clauses d'interdiction de vente, des clauses d'interdiction de donner en garantie, des clauses d'interdiction de mettre en communauté, des clauses de retour. Ces différentes clauses-là, à notre sens, elles ne posent pas de difficultés et elles n'exposent pas en fait à un risque principalement fiscal. Si j'insère des clauses, l'obligation de vendre à première demande du donateur, l'obligation d'apport en société dans une société dans laquelle le donateur a tous les contrôles, etc., etc., là, je commence à être un petit peu plus proche de la ligne jaune. Pour autant, j'ai encore l'impression qu'on a un risque très très limité au regard du risque principalement fiscal, parce que l'essentiel, c'est bien un transfert de propriété que j'ai réalisé au profit de l'enfant. Il n'y a pas eu de réappropriation, j'ai laissé les fonds chez les enfants, donc il n'y a pas trop de débat là-dessus. Cas numéro 2, donation en nue propriété avant cession. Donation de nue propriété avant cession, je reprends le même exemple, j'ai une société, je décide de donner la nue propriété et puis on va optimiser les choses de cette façon-là. Je vous passe sur le détail et on va regarder tout de suite l'impact sur le plan financier. Sur le plan financier, eh bien, on voit que pour avoir transmis un net chez les enfants d'1 million d'euros, il me restera chez les parents 962 000 d'un côté si je n'ai pas organisé ma transmission avant la cession, et par contre, il me restera à peu près 1 200 000 euros si jamais j'ai fait mes donations avant cession. Donc, à nouveau, je vais avoir en fait un intérêt fiscal à avoir fait l'opération. Est-ce que pour autant, mon but était principalement fiscal? On va se reposer un peu les questions. Regardons ce qu'il y a dans les actes. Si finalement, dans mes actes, je vois que j'ai gardé un pouvoir extrêmement étendu, voire au-delà même du pouvoir, une capacité de me réapproprier les actifs donnés. Eh bien, plus je vais aller vers cette tendance-là, plus je m'expose par rapport à l'opération. Donc, sur les clauses d'interdiction d'aliéner, interdiction de donner en garantie, interdiction de mettre en communauté, clause de retour, tout ça, vraiment, on considère qu'il n'y a pas de risque. Par contre, obligation de vendre à première demande du donateur, obligation d'apport, déjà, on prend un peu plus de contrôle, mais c'est surtout les 2 dernières clauses qui peuvent m'intéresser. L'obligation du report du démembrement, à la limite, ça peut se concevoir, mais l'obligation de quasi-usufruit. Donc je fais ma donation en nue propriété pour purger la plus-value, j'ai gardé une obligation, donc la possibilité, une condition dans l'acte qui me permet de déclencher la vente, c'est-à-dire que j'ai prévu que le donateur peut déclencher la vente, et en cas de vente, je prévois un quasi-usufruit, c'est-à-dire la possibilité de récupérer la somme d'argent. Est-ce que fondamentalement, vous pensez qu'on a un risque ou pas dans une opération comme celle-là? Je donne en nue propriété, je garde de l'usufruit, je garde le pouvoir de déclencher la vente, et en cas de vente, je garde l'usufruit, et je garde donc la disposition des sommes d'argent après avoir purgé l'impôt sur la plus-value. Bon, après, ça dépend si on est joueur ou pas joueur. Si on n'est pas trop joueur, on ne va pas trop vers ce schéma-là. Si on est plus joueur, on peut y aller, puis on voit ce que ça donne. Mais on est moins sûr quand même. Donc, clairement, c'est vraiment ça la démarche. C'est de se dire, on va essayer d'analyser, on regarde quelle est la part de l'intérêt fiscal, et puis par rapport à cela, on regarde si finalement, le but, il est principalement autre chose que le but fiscal. À chaque fois que j'aurai une réappropriation des actifs, forcément, je suis dans une situation qui est assez exposée.
Pour vous prendre un exemple, on a eu un peu de jurisprudence dans une affaire qui était intéressante où le donateur a donné à son enfant de 2 ans des titres en pleine propriété. Bon, déjà, on peut se poser la question effectivement de savoir si c'était le bon âge pour donner, mais ce n'était pas le sujet. La question, c'était la réappropriation. Parce qu'après avoir cédé les titres pour l'enfant mineur, eh bien, il s'est trompé de compte et il a récupéré l'argent sur son compte au lieu d'ouvrir un compte au nom du mineur. Donc, bon, maladroitement, bien évidemment, et l'administration vient lui signaler qu'il s'est un peu trompé de compte quand même. Donc, lui, pour finalement rattraper le coup, il dit non, mais c'est pas grave parce que c'est l'enfant mineur qui m'a fait un prêt. Alors bien évidemment, pas d'intervention du juge des tutelles, etc. etc. hein. Donc, on a quelques clients qui sont sportifs, et donc il faut essayer, en tout cas, de ne pas accompagner ce genre de clients-là. Et il faut rester toujours assez raisonnable. On a une règle générale qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est si vous pensez qu'il y a un abus de droit, c'est probablement qu'il y en a. Le cas numéro 3, c'est la donation dans le cadre de la loi Dutreil. Alors là aussi, c'est la démarche. Bien évidemment, on voit qu'on peut tirer un avantage dans le cadre d'une donation dans la loi Dutreil. Comme vous le savez, ça permet de minorer la base imposable de 75%, ça permet de diviser par 2 le montant des droits en cas de donation en pleine propriété avant les 70 ans du donateur. Donc on reprend un petit exemple, monsieur et madame Laporte ont 2 enfants, ils créent leur société, ils veulent la transmettre à leurs enfants et ils se posent la question de donner en PP ou en NP aux enfants et ils comparent par rapport à une transmission par succession. Donc regardons ce que ça donne. Donc on voit que si je transmettais par le biais d'une succession, eh bien j'aurais une fiscalité assez lourde puisque j'aurais 500 000 euros, 550 000 euros de droits. Et par contre, si jamais je transmets grâce au cadre Dutreil, eh bien, je peux éviter toute fiscalité. Donc, j'ai un gain globalement de 500 000 euros. Donc, dans mon analyse, je regarde l'opération, j'ai fait une donation en Dutreil. Est-ce que j'ai un intérêt fiscal? Réponse, oui. Est-ce qu'il est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur? Réponse, non. Donc, j'ai 0 risque à faire une donation dans le cadre de la loi Dutreil, même si j'ai un intérêt fiscal, puisque c'est l'intérêt du donateur. D'accord? Donc, toutes ces questions-là, vous savez qu'on s'était un peu agité au début et on s'était un peu ému dès la parution du texte. On se disait, mais finalement, beaucoup de mesures fiscales d'incitation présentent un intérêt, bien sûr. Est-ce que toutes ces mesures, finalement, nous exposent? Et clairement, aujourd'hui, toutes les mesures qui présentent un intérêt fiscal, mais qui sont la volonté du législateur, donc clairement, quand je donne en nue propriété, c'est bien le législateur qui veut un régime de faveur pour donner en nue propriété. Quand je donne en pleine propriété que j'ai des abattements qui se reconstituent, c'est bien le législateur qui a prévu cela. Donc pour toutes ces opérations-là, en tant que telles, elles ne sont pas du tout exposées. Quand je donne dans le cadre de la loi Dutreil, je ne suis pas plus exposé, puisque je suis juste en train d'appliquer un dispositif qui est prévu par le législateur. Donc je n'ai pas de risque sous cet angle-là, donc dans l'application d'un régime, juste parce qu'il me génère un avantage fiscal. Donc là, c'est voilà. Donc là, la conclusion sur le Dutreil, c'est bien sûr, c'est conforme au but poursuivi par le législateur. Je n'avais déjà pas de problème au regard du L64, je n'en ai pas plus au regard du L64A, bien évidemment. Alors la question de la donation de l'usufruit temporaire, donc vous connaissez l'intérêt de la donation de l'usufruit temporaire. Typiquement, on utilise beaucoup ça, par exemple, lorsqu'on a un bien frugifère et typiquement un bien immobilier qui serait taxable à l'IFI chez les parents, qui serait taxable en revenus fonciers à un taux élevé chez les parents. Et plutôt que de donner des liquidités aux enfants pendant leurs études ou pour les aider à financer leurs études ou à vivre pendant leurs premières années, eh bien, on va leur donner un usufruit temporaire sur le bien immobilier. Alors, on prend un exemple ici. On suppose qu'il y a un bien d'une valeur de 2 millions d'euros qui est donné dans ce cadre-là au profit des enfants, de manière à ce que les enfants aient directement le revenu plutôt que d'avoir un revenu chez les parents et qui soit ensuite donné en net après impôt chez les enfants. Quand on regarde ce que ça va nous donner, donc sur le petit tableau qui suit, eh bien on voit que sur une période de la durée de l'usufruit temporaire, c'est-à-dire sur 6 ans, eh bien on voit que si on a fait une donation aux enfants d'un usufruit temporaire de 6 ans, on a gagné sur la période 220 000 euros, alors que si on l'avait gardé chez les parents, entre l'impôt sur le revenu d'une part et l'IFI d'autre part, eh bien on avait un net transmis beaucoup plus faible. Donc on a un intérêt fiscal à faire l'opération. Mais pour autant, on a bien donné un usufruit temporaire aux enfants
qui leur a permis d'avoir un revenu pendant cette période-là. Et donc, les enfants, ils ont bien eu des ressources effectives qui leur ont permis de faire face à leurs besoins. Et il y a bien eu une aide de la part du donateur à l'égard des enfants qui est bien réelle. Et ça n'est pas fait dans un but principalement fiscal. En tout cas, on peut le penser. Et apparemment, c'est ce que l'administration fiscale devrait penser dans ce cadre-là, d'après ce que l'on peut savoir. Alors, les points qui sont importants, c'est que, bien évidemment, je ne fais ça que si le bien génère du revenu. C'est-à-dire que le parent qui donne un bien immobilier à ses enfants pour les aider dans le démarrage dans leur vie et que le bien ne génère aucun revenu, c'est un peu plus compliqué, surtout tant que je ne l'ai pas vendu, d'expliquer à l'inspecteur des impôts que j'avais fait ça pour les aider. D'accord ? Donc j'aide les parents, mais je n'aide pas les enfants. Donc là, clairement, on serait exposé. Donc si le bien génère du revenu, pas trop de risques, après on essaiera de se caler à minima sur les exigences qu'on a sur les donations d'usufruit temporaire à des organismes à but non lucratif, pour lesquels en fait on exige que les biens donc soient frugifères, bien sûr, mais aient une durée d'au moins de 3 ans. Donc ce serait ça, c'est l'idée. Donc globalement, donation d'usufruit temporaire, à notre sens, ça passe aussi. On est peu exposé au regard du risque d'abus de droit. Autre question, l'apport en communauté suivi d'une donation. Donc dans le cadre de l'apport en communauté suivi d'une donation, la question qu'on peut se poser, c'est l'intérêt, vous le connaissez, c'est bien sûr l'apport en communauté, c'est la protection du conjoint, mais ça peut être également une volonté d'être deux à donner aux enfants et de bénéficier 2 fois des abattements fiscaux, 2 fois des premières tranches du barème fiscal. Donc, je peux avoir dans mon apport en communauté une volonté de protéger le conjoint, mais je peux aussi avoir dans mon apport en communauté la volonté de réduire la donation, les coûts de donation que je vais faire au profit des enfants. Alors, on a pris un exemple ici. Dans une hypothèse 1, M. Laporte donnait tout seul la nue propriété d'un patrimoine de 3 millions à ses enfants. Dans l'hypothèse numéro 2, il apportait en communauté, puis il donnait les 3 millions ensuite. Eh bien, on voit qu'il a réalisé une économie de 84 000 €. Donc, finalement, il a bien un intérêt fiscal. Alors, est-ce que pour autant, mon apport en communauté suivi par une donation est exposé ? Alors, au regard du L64, ce sera très compliqué de dire le but, il est exclusivement fiscal. Par contre, est-ce que mon but, il est principalement fiscal ? Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je suis en train de comparer la protection du conjoint d'une part avec un gain financier d'autre part. Comment j'arrive à équilibrer les choses ? Alors là encore, on a des questions de ligne jaune. Supposons que je veuille donner pour 1 million de titres de l'entreprise aux enfants. Supposons que j'apporte 1 million de titres en communauté, puis c'est la seule chose que je fasse et je les donne tout de suite aux enfants. L'essentiel de l'intérêt de ma mise en communauté, c'était de donner ce million de titres. Donc là, on peut être exposé. Imaginons qu'à l'occasion de cette mise en communauté, j'apporte mon million de titres, mais j'apporte aussi pour 2 ou 3 millions d'autres actifs, dont la résidence principale. Je prévois des conventions préciputaires au profit du conjoint pour qu'il puisse récupérer le bien en pleine propriété. Les revenus futurs seront des biens communs, etc., etc. Là, pour le coup, j'ai des arguments qui sont extrêmement forts pour expliquer que mon but, il n'est pas principalement fiscal. Donc, sur toutes ces questions-là, pour peu qu'on soit un tout petit peu vigilant et qu'on ne s'amuse pas à faire les cow-boys, on n'est pas très exposé en réalité dans un certain nombre d'opérations qui sont des opérations classiques en matière d'organisation patrimoniale. L'acquisition 1/3 d'un bien immobilier avec de l'endettement IFI, donc là on est dans des cas qui sont encore relativement faciles. Si on vous dit, vous avez 1 million de liquidités dans votre patrimoine, vous décidez d'acheter un bien immobilier d'1 million. Vous avez 2 choix, vous le payez avec vos fonds propres et vous êtes taxable à l'IFI, pour autant que vous ayez un patrimoine supérieur à 1,3 million par ailleurs, ou alors vous l'achetez avec un financement par emprunt. Est-ce que le fait de choisir de financer par emprunt vous expose ? La réponse est clairement non. Vous avez le choix, c'est une décision de gestion. Vous pouvez bien sûr décider d'acheter un bien par emprunt, surtout aujourd'hui avec les taux d'intérêt particulièrement bas. C'est particulièrement attractif de le financer par emprunt. Donc l'acquisition d'un bien immobilier auprès d'un tiers, je le finance par emprunt, alors même que je pouvais le financer par fonds propres, globalement, on a le sentiment qu'on est peu exposé. Donc là-dessus, pas trop de difficultés. On peut se poser par contre des questions un petit peu, arriver à une conclusion un peu différente lorsqu'on est dans une vente à soi-même.
C'est-à-dire que l'intérêt de se revendre le bien immobilier à soi-même, c'est que je peux tirer des avantages sur le plan, d'une part, bien sûr, de récupérer des liquidités peu taxées. Si je détiens mon bien immobilier depuis 30 ans, eh bien, je n'aurai pas de fiscalité de plus-value. Je le remets au sein d'une société à l'IS, puis mes revenus futurs vont me permettre de rembourser mon emprunt. J'aurai dégagé donc des liquidités, donc j'ai un premier intérêt que je sors là. J'ai un deuxième intérêt que je peux avoir sous l'angle de l'IFI, mais qui est un peu plus compliqué parce que vous savez qu'on a des règles anti-abus en matière d'IFI. Et puis, je peux me recréer des intérêts déductibles sur la détention du bien et je vais pouvoir les imputer sur mes revenus. On peut se demander à ce moment-là si finalement il n'y a pas un but principalement fiscal. Et là, tout va dépendre en fait de l'environnement. C'est-à-dire que, est-ce que... Pour bien distinguer les types de risques. Imaginons d'abord que j'ai un bien dans mon patrimoine et je décide de le vendre à mes enfants. Eh bien, c'est clair que cette vente à mes enfants, si je le fais au prix de marché, ce n'est pas une opération fictive, mais imaginons que j'ai un bien d'1 million, je leur vends pour 100 000 euros. À ce moment-là, c'est une donation déguisée. Et là, dans ce cadre-là, il y a fictivité, simulation. Et donc, je vais avoir en fait un risque d'abus de droit, mais sur le fondement du L64, le classique. Si par contre je me vends à moi-même et je le vends au prix de marché et puis je suis juste en train de réorganiser, tout va dépendre un petit peu de l'ensemble des environnements, de l'environnement que je vais mettre en place. Imaginons que j'ai besoin de ce 1 million d'euros pour souscrire au capital d'une société dans laquelle je travaille ou je veux racheter une cible dans laquelle j'envisage de travailler. J'ai besoin de récupérer du cash. Je revends une structure, j'ai des liquidités, je vais pouvoir investir. Clairement, j'ai des éléments qui ne sont pas fiscaux. Ce sont des éléments qui sont purement économiques. Imaginons que je veuille dégager des liquidités pour pouvoir aider mes enfants qui sont en train de s'installer. Là encore, j'ai des objectifs qui ne sont pas des objectifs fiscaux. Donc, la nouveauté, je dirais, par rapport à la situation antérieure, c'est qu'antérieurement, on s'interrogeait déjà, bien sûr, sur les opérations pour être sûr qu'on ne soit pas exposé à un but exclusivement fiscal. Mais là, il faudra qu'on soit encore un petit peu plus exigeant pour ne pas tomber dans le but principalement fiscal. Voilà la démarche, en tout cas, qu'on vous propose de suivre dans ce cadre-là. On peut se poser les mêmes questions sur les réductions de capital par rapport aux dividendes, les apports en report ou en sursis d'imposition, les transformations en SARL ou en SAS avant cession, l'assurance vie, les clauses démembrées. À chaque fois, la démarche, ça va être la même. C'est de dire, mais par rapport à toutes ces opérations, est-ce que je l'aurais fait s'il n'y avait pas l'avantage fiscal? Première question. Et si j'ai un avantage fiscal qui m'a conduit à le faire, eh bien finalement, est-ce que cet avantage fiscal est déterminant dans ma prise de décision d'y aller ou non? Et je vais pouvoir, et je vais veiller dans toutes les opérations à bien lister l'ensemble des avantages non fiscaux, de manière à ce que le jour où on me pose la question, je puisse expliquer pourquoi mon opération n'était pas à but principalement fiscal. C'est le point, me semble-t-il, qui est important. Donc, en conclusion, sur ce point-là, ce qu'on souhaitait vous dire avec Jérôme, c'était que le domaine du L64, il ne faut jamais oublier qu'il est limité aux opérations à but principalement fiscal, contraire à l'objectif poursuivi par leur auteur. Contraire à l'objectif poursuivi par leur auteur. C'est-à-dire que le fait d'avoir un but fiscal n'est pas en soi condamnable. Ce qui est condamnable, c'est quand je cherche un but fiscal contraire à l'objectif poursuivi par leur auteur. D'accord ? Donc ça nous sauve déjà tout un ensemble d'opérations. Après, la difficulté qu'on va avoir dans ce jeu-là, c'est qu'on va être soumis en fait à un monde avec une double subjectivité. La subjectivité des contrôleurs des impôts d'une part et la subjectivité des juges d'autre part. Vous pourrez tout à fait avoir une opération qui serait considérée comme n'étant pas abusive sur le fondement du but principalement fiscal à Paris et qu'il le serait à Bordeaux ou le contraire. Donc là-dessus, c'est certainement cet aspect-là qui est le plus dommageable dans la sécurité juridique. C'est ce qu'on peut regretter, et on peut regretter que l'administration fiscale ne rentre pas dans la définition d'un certain nombre de critères un peu plus précis, parce que bien évidemment, on nous dit, mais vous pouvez aller au rescrit, mais bon, on connaît tous la lenteur des rescrits, on connaît tous aussi l'envie qu'ont nos clients de poser des questions dans le cadre des rescrits. Donc ça fait en tout cas de bonnes raisons qui laissent penser qu'on n'ira pas tellement au rescrit quand même. Donc voilà. Donc pour conclure, je crois qu'on peut dire que le L64, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Le L64A, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais elle est moins mauvaise qu'on ne le dit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme Pascal. Alors, il y aura
peut-être des questions, parce que Maître Pascal Julien Saint-Amand va devoir nous quitter d'ici quelques minutes. Il a un avion à prendre. Et donc, nous allons pouvoir passer directement aux questions avant de traiter du deuxième thème. Les questions qui porteraient donc sur cette question du nouvel abus de droit. Je reviens juste donc sur l'abus de droit. Quid, une question assez simple pour une opération qu'on fait souvent. Un client a 69 ans, il n'est pas liquide, il a des biens immobiliers et il décide de faire un OBO sur un bien immobilier pour tirer du cash, non pas pour aider ses enfants ou pour investir dans une boîte, mais pour réinvestir sur un contrat d'assurance vie avant ses 70 ans. C'est quelque chose qui se fait souvent. Est-ce que vous pensez que c'est problématique ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, c'est fini. Alors, en tout cas, vous avez raison de vous poser la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure que forcément c'est fait dans un but principalement fiscal. Ça va dépendre de tout un ensemble d'environnements. Imaginons que ce client soit à 100% sur l'immobilier et que finalement il ait décidé de se revendre à lui-même. Alors là, on conseillerait quand même de mettre plutôt une structure dans laquelle il met des enfants. Ouais. S'il n'a pas d'enfants, il en adopte. Enfin, il fait quelque chose, mais en gros, il met en place une structure qui a un petit peu de sens. Donc, il revend une structure dans laquelle, en fait, il se trouve, pour une partie, si possible, avec les enfants. Parallèlement, il récupère des liquidités. Donc, post-opération, il a un patrimoine qui est réparti 50-50 entre son immobilier et ses liquidités. Et il investit ses liquidités sur un mélange d'actions, etc., etc. Il est dans une situation qui économiquement est complètement différente. Il a diversifié, premier argument. Deuxième argument, je le gère avec la transmission au profit des enfants. Donc je fais rentrer les enfants pour une part non négligeable dans la société civile dont on parlait à l'instant. Si possible, si les enfants doivent financer une partie, parce qu'on ne va pas pouvoir financer tout l'acquisition du bien immobilier par un emprunt parce que les revenus du bien ne permettront pas de le rembourser, il faut qu'il y ait des apports. Les apports, je veillerai à ce qu'ils soient proportionnels avec la part au capital. Donc si les enfants détiennent 20% chacun dans le capital et les parents le reste, eh bien je veillerai à ce que les apports soient faits par chacun dans ces proportions. Si les enfants n'ont pas assez d'argent pour le faire, je ferai des donations enregistrées fiscalement pour pouvoir le justifier. Et toutes ces opérations-là sont les éléments qui vont me permettre en fait de déterminer que j'ai un objectif qui est beaucoup plus large que celui qui était juste d'aller investir, bien sûr, cet argent dans mon contrat d'assurance vie, qui n'est finalement qu'une conséquence très très indirecte en fait des opérations que j'ai été amené à réaliser. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Je vous en prie, attendez, prenez le micro, on vous entendra mieux. Est-ce que vous pouvez juste préciser pour les capitaux d'essai démembrés, quand vous parlez de clause bénéficiaire démembrée, Parmi les questions qui ne sont pas forcément évidentes, tu veux répondre, Jérôme? C'est ça. Non, enfin, oui, après, pardon. Non, mais après, ça marche pas. Enfin, ouais. C'est bon. Après, c'est vrai que sur les clauses démembrées, je pense qu'on peut avoir le même raisonnement après que ce qu'on a eu sur tout ce qui est bien démembré, quoi. Je pense que après, ça dépend les types de clauses démembrées qu'on fait. Effectivement, démembré classique, ou après des clauses effectivement avec du quasi-usufruit. Enfin, c'est vrai que la clause, il y a des sauts de génération. Enfin, c'est vrai qu'il y a des clauses qui peuvent être très très complexes et très très optimisantes. Après, je ne sais pas toi si tu... En fait, sur la clause démembrée, j'aurais tendance à être un peu plus prudent aujourd'hui, tant qu'on n'a pas trouvé en fait d'arguments extrêmement structurés. C'est-à-dire que fondamentalement, bien évidemment, si je transmets en nue propriété ou si je transmets en pleine propriété, c'est pas la même chose. Donc la question, c'est bien évidemment, mon premier argument, c'est de dire, j'avais plusieurs choix. Mon premier choix, c'était d'attribuer en pleine propriété au conjoint. Mais je ne voulais pas faire ça parce que ce que je voulais, c'est ne pas léser mes enfants. Donc je voulais qu'à terme, ils puissent récupérer au moins ce montant-là. Mon deuxième choix, c'était donc soit j'attribue en pleine propriété au conjoint, soit j'attribue en usufruit au conjoint et en nue propriété aux enfants, soit j'attribue en pleine propriété aux enfants. Globalement, là, je suis libre de mon choix et je peux dire... Mon premier choix, c'était d'attribuer en pleine propriété au conjoint. Mais en fait, je ne voulais pas ça parce que je veux protéger mes enfants. Cet argument, il s'entendra d'autant mieux que dans votre clause bénéficiaire, vous prévoirez expressément l'obligation, cette fois-ci, de fournir caution.
C'est-à-dire qu'au lieu de dire quasi-usufruit, dispense de caution, etc., bah vous direz au contraire, non, non, je veux une garantie. Alors peut-être pas sur tout, peut-être sur une partie, peut-être, etc. Mais vous ajusterez un peu les choses de cette façon-là. Et du coup, votre argument qui est de dire, je voulais que mon conjoint puisse en disposer, mais je voulais protéger mes enfants, donc j'ai mis en place une clause démembrée. Là, vous avez un argument, et votre argument, il n'est plus fiscal. Enfin, il n'est pas principalement fiscal. Par contre, la clause sèche, en disant je laisse au conjoint le choix entre de l'APP, l'ANP et l'APP et l'usufruit, et en cas de choix pour l'usufruit, dispense de fournir caution, là, c'est un petit peu plus difficile. Dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, j'aurais tendance à être un tout petit peu plus prudent sur la rédaction de ces clauses. Et pour les clauses qu'on a rédigées avant comme ça, ben, je demande à mes clients de ne pas décéder tout de suite, pour le temps qu'on trouve quelque chose. D'accord. Et est-ce que je peux en profiter, parce que vous parlez de dispense de caution, pour la donation-cession avec constitution de quasi-usufruit, dans l'absolu, au regard du L64, ça s'est passé, puisqu'on a considéré qu'il n'y avait pas de fictivité de la donation, et donc il y avait bien non-réappropriation des sommes, quand même, il n'y avait pas de caution d'ailleurs, et qu'il y avait une dispense. Donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que du fait qu'il y a bien de transfert de propriété, il y a bien de donation, elle n'est pas fictive, et donc il n'y a pas jeu d'aller sur la fraude à la loi? En fait, j'aurais deux remarques par rapport à ça. La première, vous avez complètement raison, on a une décision effectivement de jurisprudence qui nous dit que dans le cas dans lequel ça a été jugé, il n'y avait pas d'abus de droit. Pour autant, est-ce qu'on est très confortable en faisant ce type d'opération? Là, chacun a sa perception des choses. Moi, personnellement, je ne suis pas très confortable. Je n'étais pas très confortable à l'égard du L64, je le suis encore moins à l'égard du L64A, mais on est bien sur ces questions-là, personne n'a tort ou raison, hein. On a chacun notre propre sensibilité par rapport à ces questions. En gros, à chaque fois que je fais une donation qui pour moi n'est pas une vraie donation, je ne me sens pas à l'aise et du coup je ne me sens pas à l'aise d'aller le défendre. La question que je me pose toujours, c'est le jour où le client est accroché et me demande de l'accompagner pour expliquer à l'inspecteur des impôts, est-ce que moi je suis à l'aise ou pas? Si je ne suis pas à l'aise, déjà je ne le mets pas en place, hein. Voilà. Et après, ce n'est pas pour autant que j'ai raison. C'est juste ma sensibilité et c'est juste parce qu'on est dans un partage de sensibilité sur ces questions-là, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Alors peut-être qu'on peut vous faire passer le micro. Non, mais attendez, oui. Voilà, le relais est passé. Je souhaitais savoir, notamment dans les opérations donation avant cession, est-ce que le respect d'une certaine temporalité assez longue pouvait faire échec à l'application du texte? Ou alors il fallait s'en tenir à la démonstration que vous avez faite, à savoir motif principalement fiscal et contrariété au texte? Alors, la démarche en termes d'analyse. Donc la démarche en termes d'analyse est toujours la même. Je vais regarder d'abord est-ce que je tire un avantage fiscal et est-ce que mon but était principalement fiscal. Clairement, l'effet temps va jouer en faveur de votre opération et va réduire le risque. Imaginons que j'ai fait une donation en nue propriété dans les années 2000, je vends en 2020 et je décide de faire un quasi-usufruit. Là, j'y vais tranquillement, je veux dire, je n'ai pas d'inquiétude particulière parce que je suis très à l'aise sur l'opération. En 2000, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça. En 2020, je vends. Les circonstances sont ce qu'elles sont en 2020. D'un commun accord entre personnes majeures, consentantes, etc., on décide de faire un quasi-usufruit, c'est une option parfaitement légale et j'en tire pas vraiment d'avantage d'ailleurs. Ma transmission était déjà gérée. La créance de restitution, ça n'est que neutraliser le fait que j'ai laissé la disposition de la somme à l'usufruitier, mais je ne tire pas d'avantage complémentaire. Donc clairement, l'effet temps dans une opération comme celle que vous décrivez, à mon sens, va vraiment dans le bon sens, hein. Alors, ceci étant dit, vous le savez, le Conseil d'État dans les donations avant cession dit systématiquement, l'a répété à de nombreuses reprises, que le fait que la donation précède de très peu de temps la cession est totalement indifférent, hein. Ça peut même être fait le même jour. C'est même des notaires qui, je ne sais pas ce que tu fais, mais je connais des notaires qui, puisque les actes notariés peuvent être horodatés, font la donation à 14 heures et la cession à 15 heures. Ça ne pose aucun problème en tant que tel, cet aspect-là. Oui, clairement, sur l'aspect donation avant cession, je dispose dans mon patrimoine d'un actif, j'ai envie de donner. Je donne cet actif aux enfants, que les enfants décident de le céder juste après. Pour autant, ça, c'est pas contestable. Ma donation, elle est bien réelle. Là où j'ai un problème, c'est quand je me réapproprie les sommes d'une manière ou d'une autre, hein. C'est vraiment uniquement ça. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions, hein, parce que là, on est vraiment au cœur des sujets sensibles qui intéressent vraiment tout le monde, très transversaux. Madame. Oui, bonsoir. Oui, en fait, moi, j'aurais une question par rapport à l'apport avant session et justement les précautions à prendre aujourd'hui, notamment en termes de temporalité, pour ne pas tomber, le cas échéant, dans les sanctions du L64A. C'est des questions qui, pour l'instant, sont assez ouvertes. Quand on est dans le cadre de l'apport en report d'imposition, 150 obétaires, vous avez en fait un texte qui est extrêmement clair sur ce que j'ai le droit de faire et quelles sont les conséquences si je ne respecte pas. En d'autres termes, je fais mon apport, je cède immédiatement et je réinvestis les sommes dans une nouvelle activité, par exemple, pour éviter donc la remise en cause de ma plus-value, la remise en cause du report de ma plus-value. Eh bien, c'est prévu par le texte. Donc, j'ai un avantage fiscal, mais qui est prévu expressément par le législateur. Donc, dans un cadre qui est très normé, très encadré, dans lequel on a défini les conditions dans lesquelles c'est bon et les conditions dans lesquelles c'est pas bon, c'est pas tellement dans ces opérations-là que je serais fragilisé, à mon sens, hein, parce que l'objectif du législateur, il est clairement défini. C'est dans les opérations dans lesquelles j'ai pas d'objectif défini que du coup, on va essayer de savoir quel était l'objectif du législateur, et c'est dans ces opérations-là qu'on est moins à l'aise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on libère Pascal ou est-ce qu'on ne lui pose pas une autre question? Moi, j'ai une question à lui poser sur une petite stratégie toute bête qui se pratique chez les notaires. Je veux donner un immeuble à ma fille d'une valeur d'1 million d'euros et je viens te voir et je te dis, cher maître, alors je ne vais pas faire ça, cher maître, j'aimerais donner à ma fille, mais avec une réserve d'usufruit d'1 an. Évidemment, j'abats 230 000 euros de l'assiette de donation, puisque 669 me dit qu'un usufruit pour une période de 10 ans, entamé même d'un jour ou de quelques heures, ça vaut 23% de la valeur du bien. Donc là, je ne donne pas 1 an d'usufruit, je retiens 1 an d'usufruit. J'ai pris l'exemple avec 1 an, parce que je ne veux pas être provocateur, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'1 jour. Bon, voilà. Et alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu fais l'opération? Non, clairement, je t'indiquerai le nom d'un de mes confrères. Non, clairement, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas, sauf à ce que tu m'expliques que vraiment, pendant cette année, tu as un urgent besoin vital, etc. Et que si tu ne l'avais pas, vraiment, ce serait catastrophique. Je vais avoir des gros problèmes de santé. Oui. Non, bon. donc en dehors de cas très très spécifiques, sinon j'irai pas dans une solution comme celle-là, parce que ce qu'on essaie toujours de démontrer, c'est la réalité autre que fiscale et l'intérêt autre que fiscal. Comme tu le dis très justement, le fait d'avoir gardé cet usufruit pendant une période d'1 an, bien évidemment, est un argument fort pour baisser la base imposable, mais si derrière c'est pas une réalité dans ton besoin, dans l'usage, etc., le risque pour le coup que cette part de l'opération soit un but principalement fiscal me paraît assez élevé. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable, l'avocat de moi-même, parce que, d'une part, effectivement, la réserve d'usufruit que je fais peut être justifiée, et on le voit dans les ventes. Dans les ventes classiques, on peut faire des réserves d'entrée en jouissance, des entrées en jouissance différées, donc puisqu'on le prévoit dans une vente, pourquoi on ne pourrait pas le prévoir dans une donation? Et d'autre part, je reviens au deuxième critère de l'abus de droit, la contrariété à l'intention du législateur. Ouais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je me demande en quoi cette opération est contraire à un texte qui me dit qu'un usufruit d'1 an vaut 23%. D'ailleurs, j'envisagerais de donner un mois d'usufruit à ma fille sur cet immeuble. Tu déclarerais 230 000 euros. Pareil. Et ça ne choquerait pas l'administration fiscale. Là, je ne fais que le retenir et je ne fais qu'appliquer ce que dit la loi. Et je pense que quand le législateur a évalué à 23% la dizaine d'années d'usufruit entamées, son intention, c'était quoi? C'était de dire que ça vaut 23%. Donc je ne fais qu'appliquer l'intention du législateur. Mais il y a un effet pervers dans le texte. L'effet pervers dont nous sommes souvent victimes se retourne ici, en quelque sorte, contre en fait, je pense que
toute la question et toute l'analyse va être quelle est la réalité en fait de l'usufruit que tu retiens. Si vraiment on arrive à justifier que pour différentes raisons, ce bien-là, tu devais le donner à tel enfant à ce moment-là parce que tu faisais une donation aux autres enfants au même moment, mais que vraiment tu ne pouvais pas partir de cet endroit dans l'année qui venait et que tu retiens un usufruit d'1 an, là j'ai constitué ma preuve contraire. L'idée c'est juste que si par principe je me dis tiens je vais donner la nue propriété et je garde volontairement un usufruit pour un jour, eh bien, techniquement, bien sûr, c'est 23%, mais c'est sûr que fiscalement, je serais très exposé. Donc, par contre, une opération dans laquelle vraiment c'est justifié, parce que tu fais une donation à d'autres enfants en même temps et tu veux les mettre tous à égalité en même temps, et toi, pour le coup, tu as vraiment besoin de cet usufruit pendant encore 1 an, là, c'est assez défendable. Sans plus tarder, donc, nous allons maintenant vous parler du deuxième thème, c'est-à-dire les libéralités consenties à ou par une société. Alors, on a prévu des diapositives, 2 parties, quand même une petite introduction pour nous mettre en jambes. Alors, je rappelle quand même la définition que nous donne l'article 894 du Code civil de la donation. La donation, c'est, nous dit la loi, un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Et la jurisprudence, de même que la doctrine, se sont accordées au fil des ans pour dire qu'en fait, dans la donation, et comme vous le savez, il y a 2 éléments. Il y a un élément matériel, c'est l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement du corrélatif du donataire. Et puis, il y a un élément intentionnel. L'élément moral, dit-on, de la donation, c'est qu'on appelle l'animus donandi. Et donc, ce sont ces 2 éléments qui font qu'on va pouvoir caractériser l'existence d'une donation. Alors, à partir de là, on se dit, le thème, il est un peu curieux, parce que société, libéralité, mais pourquoi est-ce que j'aurais intérêt, pourquoi j'irais donner à une société, et pourquoi est-ce qu'une société pourrait envisager de me donner? On se dit qu'a priori, c'est un non-sujet, a priori, heureusement, parce que, tout d'abord, donner à une société, on peut tout de suite dire qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est certain. Attention, la donation ostensible, j'irai pas voir Pascal pour lui dire, voilà, j'aimerais donner un immeuble d'1 million d'euros à telle société, parce que, tout simplement, vous le savez, la taxation se fait à 60%, puisque la société, vis-à-vis de moi, c'est rien d'autre qu'un tiers, et donation à un tiers, c'est 60%. Donc, si la société doit décaisser 600 000 euros pour s'acquitter des droits de donation sur l'immeuble d'1 million, vous voyez, tout de suite, on ne fait pas, évidemment, l'opération. Et puis, pareillement, si c'est la société qui envisage cette fois-ci de me donner, on écarte également d'emblée l'opération, parce que une société, c'est maintenant très clair, n'est-ce pas, dans la loi depuis la loi Pacte, une société doit être gérée dans son intérêt social, et donc, évidemment, un dirigeant ne peut pas donner un bien de la société à qui que ce soit. Donc, il y aurait des problématiques d'acte anormal de gestion, d'ailleurs, etc., peut-être d'abus de biens sociaux, voilà. Donc, évidemment, on se dit, le sujet, c'est un non-sujet. Sauf que, vous le savez, il n'y a pas que des donations par acte authentique, il n'y a pas que la donation de l'article 931 du Code civil. La donation, elle peut, et ça a été dégagé par la jurisprudence au fil des années, la donation, ça peut être d'abord un don manuel, ça ne change pas beaucoup la problématique. Ça peut être une donation déguisée. Et puis, ça peut être une donation indirecte. Et évidemment, là, on s'approche du sujet parce que dès lors que la donation devient indirecte, eh bien là, on s'aperçoit qu'il appartient à la jurisprudence de dire s'il y a ou pas donation indirecte, et en fonction de certaines circonstances, on pourra peut-être caractériser l'existence d'une donation indirecte faite par la société ou faite à la société. Et donc là, c'est notre problématique. Et alors, c'est une problématique d'autant plus importante que la société, elle se prête en réalité parfaitement au transfert de valeur,
aux avantages indirects. Et sur ce point, je citerai de Molombe, le prince de l'exégèse, qui dans son cours de Code Napoléon, volume 16, volume consacré aux successions, écrivait, je vois que notre président d'honneur goûte et apprécie de Molombe, c'était quand même en 1859, il disait, je cite, « Le contrat de société est un de ceux qui se prêtent le plus facilement aux avantages indirects. » Et de Molombe poursuivait en disant que, par exemple, lorsqu'il y en a un qui fait un apport à une société, il faut aller voir si l'autre fait un apport du même montant. S'il y a des apports qui sont inégaux, il faut être vigilant. Selon ce qu'on obtient comme droit en fonction de l'apport, il faut voir si pour le coup il n'y a pas une forme d'appauvrissement. Et nous sommes ici en réalité dans toutes les problématiques extrêmement modernes qui se posent à la jurisprudence et qui ont donné lieu à un certain nombre d'arrêts au cours de l'année passée. Alors, la jurisprudence, quelle est-elle sur ce thème? On peut distinguer, en fait, je dirais, de grands mouvements. Il y a un premier mouvement, pour schématiser, dans les relations entre associés, où on s'aperçoit que la jurisprudence qualifie assez difficilement des libéralités entre associés dès lors que ça passe par l'intermédiaire d'une société, on pourrait dire par interposition sociétaire. On en a plusieurs exemples, pensons à la jurisprudence Cadieux de la Chambre commerciale du 10 février 2009, où, vous savez, c'est la mise en réserve massive de bénéfices par une usufruitière, où l'administration fiscale tentait de faire valoir que cette mise en réserve massive était ni plus ni moins pour les nus propriétaires, qu'il y avait donc une donation indirecte, et la Cour de cassation dit non, il n'y a absolument pas de donation indirecte. Et on a la jurisprudence Godefroy également, arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 décembre 2012, arrêt assez extraordinaire parce que vous aviez des parents qui avaient fait modifier la clause de répartition des résultats pour transférer à leurs enfants 61 points de droit à dividendes dans la société. L'administration fiscale disait il y a donation indirecte, et finalement la Cour de cassation, là encore, dit non, il n'y a pas de donation indirecte. Donc on s'aperçoit que la jurisprudence est sur ce terrain extrêmement rassurante. Et à chaque fois, ce qui fait barrage en quelque sorte, telle la muraille de Chine, c'est la personnalité morale. C'est le fait qu'on dit, finalement, les réserves, c'est les réserves de la société, et donc voilà pourquoi il n'y a pas de donation. Précisément, c'est sur le terrain, c'est la personnalité morale qui nous revient comme un boomerang au cours de cette année 2019, parce que le fait que la société est une personnalité morale, ça complique évidemment la qualification de donation entre associés, parce qu'elle s'interpose entre eux, mais en revanche, ça facilite, et pour cause, la donation à la société personne morale ou par la société personne morale, et c'est ce qu'illustre la jurisprudence. Alors voyons tout d'abord, dans un premier temps, les libéralités consenties à une société, et puis Jean-François nous entretiendra des libéralités consenties par. Alors sur le terrain des libéralités consenties donc à une société, il y a une actualité jurisprudentielle très riche, à commencer par la renonciation à usufruit. On verra ensuite l'apport à valeur minorée, l'affaire Cérès, mais je dirais que le plus important, ce domaine, c'est bien l'affaire Tecmeta, parce que cette affaire Tecmeta, elle a donné lieu à ni plus ni moins que deux arrêts. Deux très beaux arrêts, je ne dirais pas admirables, mais en tout cas notables. C'est tout d'abord un arrêt de la Cour de cassation, et puis dans une chambre commerciale de la Cour de cassation, et puis un autre arrêt, nous allons le voir cette fois-ci, qui émane du Conseil d'État. Alors le premier arrêt qui a été rendu donc par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, nous allons le voir le 10 avril 2019, arrêt extrêmement important s'il en est. Alors de quoi s'agissait-il? C'est Madame S. Et Madame S, que fait-elle? Alors on s'aperçoit, on voit un peu sur le schéma ce qui s'était passé. Pour dire les choses simplement, elle abandonne un usufruit
qu'elle avait sur la nue propriété de titres d'une société opérationnelle, la SAS Tecmeta. Et cette nue propriété, elle était détenue par une holding, la holding de ses enfants. Bien. Et donc, Madame S, qui s'était réservé cet usufruit dans un premier temps pour placer la nue propriété dans la holding, qui avait probablement en fait fait un apport avant donation. On connaît bien cette technique. Hein. Vous sanctuarisez la nue propriété au sein d'une société, et ensuite, au lieu de donner donc la nue propriété, vous donnez la pleine propriété des parts sociales, ce qui vous permet de court-circuiter l'article 669 du Code général des impôts et de basculer sur une évaluation économique de l'usufruit. Et donc là, Madame S dénoue en quelque sorte l'opération, probablement, semble-t-il, parce qu'il y avait une revente des titres qui était envisagée, et il semblerait que c'était une exigence pour la réalisation de l'opération que de pouvoir revendre la pleine propriété. Et donc Madame S renonce purement et simplement, sans contrepartie, à son usufruit, et il se trouve que comme le nu propriétaire, c'était la holding, que dit l'administration fiscale? L'administration fiscale dit, mais renonciation à usufruit sans contrepartie, et qui est bénéficiaire? La société qui est nue propriétaire, qui va passer de nue propriétaire à plein propriétaire, c'est donc une donation, et c'est une donation à qui? C'est une donation à la société, taxation à 60%. C'est cet argument que retient la Cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 11 avril 2017. Elle dit que cet abandon d'usufruit constitue une donation indirecte en faveur de la société, et elle condamne cette société, qui est donc la donataire, à s'acquitter des droits de donation au tarif entre tiers 60%. Bien. L'affaire arrive en cassation, et en cassation, évidemment, que prétendent les demandeurs, ils demandent évidemment à ne pas acquitter les 60%, et ils disent en somme qu'à supposer qu'il y ait une donation, et ça paraît difficile de dire qu'il n'y en a pas, honnêtement, renonciation sans contrepartie, bon. À supposer qu'il y ait une donation, cette donation, elle n'est pas faite à la holding, à la personne morale, mais elle est faite aux enfants de Madame S, qui sont les associés de la holding. Et ça permettait d'appliquer les droits de donation en ligne directe, avec les abattements, avec les taux évidemment beaucoup plus faibles. La facture fiscale était évidemment beaucoup moins élevée. Alors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne suit pas du tout le pourvoi, elle le rejette donc, et que dit-elle en substance? Elle dit non, le véritable donataire, c'était la société, c'était pas les enfants, et donc la taxation au taux de 60% est la bonne taxation. Alors une observation, il y avait un arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui avait déjà tranché en ce sens dans une affaire extrêmement comparable, on va y revenir dans un instant. C'était un père qui avait renoncé à l'usufruit au profit de la société nue propriétaire de ses enfants, et l'administration fiscale avait dit la donation est faite à la société 60%, le père disait non, je donnais indirectement à mes enfants, et la Cour d'appel de Dijon avait suivi l'administration fiscale. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises sur le terrain jurisprudentiel. Disons que tous les arrêts qui ont statué en ce domaine sont défavorables aux contribuables et caractérisent l'existence d'une donation faite à la société. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que cette solution ne doit pas être critiquée? Pour ma part, je fais partie des personnes qui critiquent très fortement le fait que la donation soit prétendument faite à la société et non pas aux enfants. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la donation, elle requiert deux éléments. Un élément matériel et un élément moral. Alors il faut voir sur ces deux terrains si les deux cases, si j'ose dire, sont cochées et voir à qui est faite la donation. Il y a tout d'abord un élément matériel. Alors sur ce point, les choses sont assez simples.
Il est évident, si je reviens un peu en arrière pour qu'on ait le schéma sous les yeux, il est évident que quand Madame S renonce à son usufruit, elle précipite l'extinction de cet usufruit et donc la reconstitution, comme on dit, de la pleine propriété sur la tête de qui? Du holding, de la holding Tecmeta. Il est évident que si c'est fait sans contrepartie, bah oui, on a l'élément matériel d'une donation de Madame S à la holding Tecmeta. Mais vis-à-vis des enfants, est-ce que cet élément matériel n'existe pas? Si, également. Pourquoi? Parce que comme la holding Tecmeta est passée de nu propriétaire à plein propriétaire, évidemment, cette élévation d'actifs nets vient accroître la valeur des parts qui sont aux mains des enfants. Donc les enfants aussi s'enrichissent. Donc, si on reste sur le pur terrain matériel, on a dans tous les cas un appauvrissement de Madame S, c'est certain, un enrichissement de la société Tecmeta, c'est certain, mais aussi par répercussion un enrichissement des enfants de Madame S, dont les titres, ce faisant, ont pris de la valeur. Donc, c'est sur le terrain normalement de l'intention libérale que l'on devrait avoir la clé qui permettrait de nous dire à qui est faite la donation. Et sur ce terrain de l'élément moral, les choses me semblent quand même assez simples. Il s'agit de savoir très simplement, quand Madame S renonce à son usufruit, qui entend-elle gratifier? Est-ce qu'elle entend gratifier cet être moral qui n'est pas fait de chair et de sang, qui est la société Tecmeta? A-t-elle des sentiments particuliers pour cette personne morale? Ou est-ce qu'elle l'a fait tout simplement et uniquement parce qu'en fait les associés, c'est ses 4 enfants? Et ça aurait été ses 4 voisins, elle ne l'aurait pas fait. Poser la question, c'est, je crois, y répondre immédiatement. Évidemment, la renonciation, elle est faite uniquement parce que les bénéficiaires indirects, et nous sommes en donation indirecte, ce sont ses enfants et pas quelqu'un d'autre. Bien. Alors cet argument, il aurait dû peser, c'était celui qui était défendu par le pourvoi, mais la Cour de cassation y est totalement insensible. Je note que dans l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, que j'avais à l'époque commenté, j'avais déjà noté que l'attendu était quand même très contradictoire, puisque la Cour d'appel de Dijon nous disait la chose suivante. Donc, la Cour d'appel de Dijon disait que le père qui avait renoncé à l'usufruit au profit de la SCI de ses enfants avait donné à la société taxation à 60 et pas à ses enfants. Et pour justifier cela, voici ce que disait la Cour d'appel de Dijon. Elle disait, si juridiquement la SCI est bénéficiaire de l'opération, les véritables bénéficiaires de celle-ci sont les enfants du gérant, qui détiennent 99,89% des parts de la SCI. Alors on se dit, la Cour d'appel, elle désigne les bénéficiaires, les véritables bénéficiaires comme étant les enfants. On se dit, elle va dire que la donation est faite aux enfants, et la patatras, elle dit tout l'inverse. Elle dit que l'intention libérale est ainsi suffisamment établie par les liens de parenté existant entre l'usufruitier et les autres associés de la SCI. Elle s'en sert pour caractériser l'intention libérale, mais elle nous dit la donation, elle est faite à la société. C'est parfaitement contradictoire. Bien. Alors, au demeurant, quand on regarde l'arrêt Tecmeta, quand on s'intéresse à sa motivation, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de véritablement convaincant dans cet attendu. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation nous dit l'arrêt constate que l'usufruit dont Madame S a fait l'abandon sans contrepartie n'était pas dépourvu de valeur. Bon, soit, c'est certain. Que cet abandon l'a privé de tout pouvoir de décision au sein de la société, bon, d'accord. Et que s'il faut profiter aux associés en leur permettant de céder leurs actions, tiens, la société l'avait immédiatement accepté et avait perçu les dividendes lui revenant dès leur mise en distribution. La Cour de cassation, en fait, elle se fonde sur l'acceptation, vous savez, cette fameuse acceptation qu'on retrouve à l'article 894 du Code civil, que j'ai lu en tout début d'intervention. Il faut avoir l'acceptation au profit du donataire qui l'accepte. Et sur le simple fait d'une acceptation
qui est presque un peu implicite, hein, parce que, bah oui, elle perçoit des dividendes, effectivement, bah oui, elle en déduit que le bénéficiaire de la donation, c'est la société. Ce n'est évidemment absolument pas convaincant. Ce que nous dit en somme la Cour de cassation, c'est que comme la société est en première ligne, ah bah évidemment, c'est elle qui est bénéficiaire de la donation, sans voir que la personne qui est dans la tête du donateur, ce sont bien les enfants donataires. Bien. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence, on peut la critiquer, elle est ce qu'elle est, et voyons sa portée. Bah, la solution, elle est certaine, hein, ça, on ne va pas lutter contre. Et donc, l'abandon gratuit d'usufruit à une société, c'est une donation qui est faite à la société, et c'est taxable au taux de 60%. Conclusion, n'en faites jamais. Jamais de renonciation à usufruit au profit d'une société nue propriétaire, parce que c'est un cataclysme fiscal qui va s'abattre sur la tête de la société, indirectement sur vous, taxation à 60%. Alors d'autant qu'on va voir que le cataclysme fiscal ne fait que commencer. Alors, on peut penser de manière pratique qu'il y a une alternative, et l'alternative, c'est de se dire, bah, alors comment est-ce qu'on va faire? Parce que si Madame S a envie de précipiter l'extinction de l'usufruit parce qu'elle entend consentir un supplément de libéralité au profit de ses enfants, elle ne peut pas renoncer à l'usufruit. Alors comment peut-elle faire? Bah, elle pourrait envisager de donner l'usufruit en question à ses enfants. Au moins les choses seront très claires. Si elle fait une donation d'usufruit à ses enfants, ce sera évidemment taxé comme tel, et il sera difficile à l'administration fiscale de dire que la donation n'est pas faite aux enfants. Bien, et on ira par devant notaire pour le faire, le cas échéant. Alors, attention, parce que ça va pas dénouer l'opération pour autant. C'est-à-dire que l'usufruit va continuer d'exister, et si on veut à un moment donné précipiter l'extinction de l'usufruit, dans un deuxième temps, bah là, on va quand même rester très très vigilant, parce que les enfants à qui on vient de donner l'usufruit pourraient dire, bon allez, maintenant, pour éteindre l'usufruit aux mains de la société, deuxième opération, on va l'abandonner à notre tour. Bah écoutez, alors voyez bien la situation, hein. Vous avez des enfants usufruitiers d'un bien dont leur société est nue propriétaire. Bien. Et ils renoncent sans contrepartie à leur usufruit. Alors on se dit, il y a une donation. Est-ce qu'il y a vraiment donation? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, en renonçant à leur usufruit, les enfants vont évidemment perdre la valeur de l'usufruit, mais comme leur société va devenir plein propriétaire, ce qu'ils perdent en valeur d'usufruit va venir enrichir la société devenue plein propriétaire, va augmenter la valeur de leur part sociale. Donc ce qu'ils perdent en usufruit sur le bien, sur l'actif social, va se retrouver dans la société. Donc la valeur de leur part, c'est une somme, c'est un jeu à somme nulle en quelque sorte, et un jeu de vase communicant. Bon, d'ailleurs, dire qu'il y a donation, je serais bien gêné de dire à qui, mais à soi-même, ce serait un peu difficile, de dire qu'indirectement, ils se sont donnés à eux, bon, et dire qu'on a donné à la société, ça me paraîtrait tout aussi aberrant. Eh bien, en l'état actuel de la jurisprudence, nous ne pouvons absolument pas l'exclure. Et on va le voir dans un instant, au contraire, je pense que c'est probable. C'est-à-dire que si vous renoncez à un bien au profit de votre société dont vous êtes seul associé, alors même que vous perdez d'un côté, vous gagnez de l'autre, et donc on voit mal où est l'appauvrissement, eh bien, la Cour de cassation et peut-être le Conseil d'État pourraient nous dire qu'il y a une donation taxable. Donc il faut faire très 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 attention au dénouement. Et si on a donné l'usufruit à ses enfants, je dirais aux enfants, conservez. Et puis, autre risque, c'est le risque d'une double donation. Parce que ce n'est pas parce que la Cour de cassation nous a dit dans notre affaire Tecmeta et la Cour d'appel de Dijon dans une autre affaire que la renonciation par l'usufruitier au profit de la société, c'était une donation faite à la société,
qu'on ne pourrait pas nous dire qu'il y a aussi une donation faite aux enfants taxable comme telle. Sur le terrain du droit fiscal, rien ne s'y oppose. Alors rien ne s'y oppose. On a même d'ailleurs un arrêt qui l'a affirmé. Je reviens en arrière. C'est cet arrêt du 24 janvier 2018, puisque dans cette affaire, qu'aviez-vous ? Vous aviez... oui, voilà, le père avait abandonné à la société de son fils un fonds de commerce. Donc en fait, il y avait une location-gérance sur ce fonds de commerce, et le père, après la fin du contrat, a laissé le fonds de commerce entre les mains de la société de son fils. Les frères et sœurs, qui n'étaient pas au capital, ont dit « il y a une donation rapportable à la succession, etc. » Et la Cour de cassation dit « oui, effectivement, il faut appliquer les règles du rapport. » Donc ce que nous dit la Cour de cassation, très clairement, elle reconnaît, au moins pour les règles du rapport, qu'il y a bien une donation qui est faite ici par la renonciation du père à un droit au profit de la société, et cette donation n'est pas faite à la société, elle est faite à son fils qui doit en rendre compte à ses frères et sœurs. Donc on voit que la Cour de cassation, sur un autre terrain qui est le terrain civil et non pas fiscal, est capable de nous dire qu'il y a aussi une donation qui est faite aux enfants lorsque le père renonce à un droit au profit de la société de ses enfants. Donc les deux pourraient parfaitement se cumuler. Alors là, le fiscaliste pourrait dire, oui, mais il y a une règle qui nous dit non bis in idem, on ne peut pas taxer deux fois du chef d'un même impôt. Oui, on ne peut pas taxer deux fois du chef d'un même impôt, mais la même personne, in idem, la même personne. Et donc, si vous taxez la société pour une donation numéro 1, et que pour une même opération, vous dites les enfants sont aussi bénéficiaires et donc sont aussi donataires, vous pouvez aussi taxer ces enfants, et on pourrait avoir une double taxation au droit de donation. Et alors la calamité absolue, c'est quand à tout ça, on rajoute le deuxième arrêt Tecmeta, et qu'on va du côté de ce que nous dit le Conseil d'État, cet arrêt du 14 octobre 2019. Alors comprenons bien que nous sommes dans la même affaire. Mettons-nous dans la peau du contribuable un instant. Le Conseil d'État, l'administration fiscale avait évidemment agi sur le terrain des droits d'enregistrement, mais il avait aussi agi sur un autre terrain, sur le terrain d'impôt sur les sociétés. La société Tecmeta, c'est une société à l'IS. Et l'administration fiscale prétendait également, par ailleurs, que, comme il y avait eu une donation au profit de la société, droit d'enregistrement, le problème est réglé, 60%, mais aussi impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce que si vous donnez à une société à l'IS, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une élévation de son actif net. Une élévation de son actif net, c'est quoi ? C'est un bénéfice taxable, et ça se taxe donc à l'impôt sur les sociétés. Eh bien, c'est ce que nous dit l'arrêt Tecmeta. Alors, attention, nuance importante, alors que la Cour administrative d'appel avait qualifié l'existence d'une donation, d'une libéralité, le Conseil d'État annule l'arrêt. Et il dit qu'il y a violation de la loi. Alors on se dit, le Conseil d'État dit exactement le contraire à la Cour de cassation sur un autre terrain, sur un autre impôt. Pas tout à fait. Le Conseil d'État reprochait à la Cour administrative d'appel d'avoir dit qu'une renonciation à usufruit, c'était nécessairement une donation. Elle dit, ce n'est pas nécessairement une donation. Il faut aller voir au cas par cas. Il peut y avoir une contrepartie, ça peut être un acte neutre, etc. Et comme elle en a la possibilité, elle rectifie le fondement pour une bonne administration de la justice. Plutôt que de renvoyer l'affaire et de reperdre encore 2 ans, elle dit je substitue en quelque sorte au mauvais motif de la Cour administrative d'appel un autre motif. Et elle dit voilà, en fait, c'est simple, il faut simplement constater que vous avez un article 38.2 du Code général des impôts qui dit que lorsqu'il y a une élévation d'actifs nets, il faut la taxer comme telle. Et ici, on constate qu'il y a une renonciation à usufruit.
qu'elle est faite sans contrepartie et qu'elle est faite avant le terme normal de l'usufruit, ça c'est très très important, avant le terme normal de l'usufruit, elle est anticipée en quelque sorte, et cette anticipation d'extinction d'usufruit caractérise l'acquisition de droits nouveaux, donc d'un enrichissement par la société, et donc une somme taxable comme telle à l'impôt sur les sociétés. Alors, pour conclure sur ce terrain de l'affaire Tecmeta, plusieurs observations. Tout d'abord, Tecmeta 1 plus Tecmeta 2, ça nous fait 93,33% de taxation. Bon. Vous rajoutez les frais de justice. Je peux dire une chose, je ne sais pas s'il y a libéralité, enfin si je dis il y a libéralité, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation le dit, en tout cas ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau pour la société, qui en plus va s'appauvrir, in fine. Voilà. Après, les observations qui sont notées sont celles que j'ai déjà relevées, donc je ne vais pas y revenir. Et on en vient à une deuxième affaire. Alors vous voyez, Pascal avait dit tout à l'heure qu'il était porteur de mauvaises nouvelles. Ça aurait pu laisser sous-entendre qu'on était porteur de bonnes, mais on est porteur également de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles ce soir. Et alors c'est un arrêt du Conseil d'État concernant un apport à prix substantiellement minoré, c'est l'affaire Cérès. Alors de quoi s'agit-il dans cette affaire? C'était un père, chef d'entreprise, qui avait opéré une transmission de son entreprise à ses enfants, et tout spécialement à son fils aîné. Il lui avait donné 14% du capital, et son fils aîné, dans la foulée, il avait apporté à une société holding, sur la base de la valeur donnée, il avait apporté à la valeur acte de donation, pour éviter sans doute de constater une plus-value qui aurait pu être mise en report, mais là, il n'y avait pas de plus-value. Il apporte à la même valeur que celle à laquelle lui a été donné les titres à une société. L'administration fiscale arrive à faire dire que cet apport a été fait à une valeur minorée. Alors, mystère, pourquoi ça a été fait à une valeur minorée alors que le fils avait 95% des droits dans la holding? A priori, aucun intérêt, si ce n'est peut-être que la donation avait peut-être été faite elle-même à valeur minorée, et comme l'administration fiscale ne pouvait plus agir sur ce terrain, elle a tenté d'agir, je dirais, en aval, et elle a tenté d'agir sur le terrain donc, de la donation indirecte faite à la société. Et donc, le Conseil d'État déduit de cette minoration qu'il constate effectivement l'existence d'une libéralité et constate à hauteur de la sous-évaluation une élévation d'actifs nets taxables à l'IS. Alors les choses sont assez simples à résumer. En somme, le fils apporte pour une valeur réduite, inférieure à la valeur réelle. Il reçoit en contrepartie des titres. Et comme l'apport est fait à une valeur minorée, on estime qu'il y a une donation indirecte à hauteur de cette minoration qui est faite à la société. Pourquoi le Conseil d'État est-il allé sur ce terrain de la libéralité? On aurait pu se contenter, comme d'une certaine manière dans l'affaire Tecmeta 2, de constater une élévation d'actifs nets. Eh bien parce que l'article 38, deuxièmement du CGI, exclut du calcul des bénéfices nets les suppléments d'apport. Quand vous apportez un bien et que, par exemple, vous constatez une prime d'émission, la valeur de la prime d'émission n'est évidemment pas taxable à l'impôt sur les sociétés. Il y a un texte qui le prévoit, mais il vise de manière générale les suppléments d'apport. Et comme là, il y avait un apport, évidemment, on aurait pu y voir un supplément d'apport. Le texte interdit de taxer. Comment l'administration fiscale et la jurisprudence s'en est sortie en disant c'est pas un supplément d'apport, en fait, c'est une donation indirecte, une libéralité. Et d'ailleurs, le Conseil d'État ne dit pas donation, il dit libéralité indirecte. Voilà. Donc, en réalité, on pourrait là encore discuter longuement de la question.
parce que certains auteurs ont pu faire relever qu'il n'y a pas d'appauvrissement de l'apporteur, parce que quand vous apportez à une société un bien pour une valeur écrasée, et que vous êtes quasiment seul associé au capital, bon, on pourrait dire que vous vous appauvrissez. Mais non, parce qu'en fait, la contrepartie de votre apport, vous allez la retrouver là encore à travers l'élévation de la valeur de vos titres. Donc on retombe sur l'idée qu'on est dans un jeu à somme nulle. S'il y a d'autres personnes au capital, ces personnes vont pouvoir bénéficier indirectement de l'enrichissement. On pourrait peut-être y voir une donation indirecte à leur égard, la question se discute. Mais là, on s'aperçoit qu'on a une jurisprudence qui est purement circonstancielle, qui s'affranchit, on peut le dire singulièrement, des critères classiques de la donation, puisque ici l'intention est purement et simplement présumée du fait qu'il y avait une relation d'affaires. Hein. Le Conseil d'État présume l'intention libérale parce qu'il y a une relation d'affaires entre le fils et la société. Voyez bien que le fils, il vient de la créer, la société. Hein. Il crée la société, on lui dit « Ah, vous êtes en relation d'affaires avec elle, votre intention libérale est présumée. » Donc tout ça est assez curieux, est assez inquiétant. Et on en arrive au deuxième point, libéralité consentie par une société. Cette difficulté qu'on rencontre sur une société qui se trouve imposée du chef d'une libéralité ou d'une donation qui lui est faite par une personne physique et qui se trouve imposable en fait en plus de deux chefs, du chef des droits de mutation à titre gratuit et au chef de l'impôt sur les sociétés, eh bien curieusement, on le retrouve également dans les libéralités consenties par une société aux personnes physiques. Outre l'aspect très curieux qu'a relevé Rodot au début, qui est même de savoir s'il est possible intellectuellement de concevoir qu'une société fasse une libéralité. C'est encore plus étrange peut-être que l'inverse. Alors pourquoi est-ce qu'on constate ça ? Eh bien parce qu'il existe depuis très longtemps déjà un mécanisme en droit fiscal pour notamment les sociétés à l'IS qui réalisent des opérations qui peuvent sembler anormales. Alors le principe général, quand on a une société à l'IS, c'est qu'elle est en principe libre de faire la gestion qu'elle souhaite. Elle est libre de ses choix de gestion, c'est le principe qu'on appelle de non-émiction. Il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier si la société a bien géré ou mal géré, c'est aux dirigeants de la société de le gérer. Donc le principe général est que l'administration ne peut pas se substituer en disant à la société « moi, à votre place, j'aurais mieux géré, et si j'avais mieux géré, j'aurais fait un bénéfice, et le bénéfice est imposable ». Elle doit normalement tenir compte et juger et imposer ce que la société a fait. Mais le Conseil d'État, depuis au moins une vingtaine d'années désormais, a pris une jurisprudence particulière qui est citée, donc qui est fondée notamment sur l'arrêt Théron, et qui reprend comme une entième le principe que si la société, par exemple, fait une vente à un prix délibérément minoré sans que l'écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage procuré, octroyé, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111C du Code général des impôts. Donc ça, c'est une jurisprudence très ancienne du Conseil d'État qui vise les sociétés commerciales, les sociétés soumises à l'IS. Elles sont en principe libres de gérer, mais si délibérément elles cèdent un élément de leur actif ou si elles passent un acte qui leur est défavorable au profit d'un tiers, eh bien, ça peut constituer une opération qui va être retraitée. Alors si c'est retraité, déjà, du simple chef de la fiscalité directe, c'est déjà désagréable. Parce que là, il y a deux taxations. Il y a une taxation pour l'acquéreur, celui qui a acheté le bien pour la valeur minorée, qui est souvent une personne physique. Lui, il va être imposable à l'impôt sur le revenu, sur l'écart de valeur entre le prix qu'on lui a vendu et la valeur vénale. C'est ce qu'on appelle un avantage occulte. C'est le fameux article 111C qui venait d'être visé. On vous taxe en fait sur 125% de la base que constituait l'écart entre le prix de vente et la valeur vénale. Le premier dispositif désagréable, c'est l'impôt sur le revenu. Et puis pour la société cédante, comme elle s'est appauvrie délibérément contre ses propres intérêts, cette fois-ci l'administration est autorisée à réintégrer l'écart dans son bénéfice imposable. Donc la société qui vend un actif délibérément moins cher qu'il ne vaut à un tiers, le tiers est taxé à l'impôt sur le revenu et la société doit taxer à l'IS sur le bénéfice qu'elle a omis de faire ou sur la perte qu'elle a dégagée. Donc ça, c'est la règle traditionnelle devant le Conseil d'État. Alors il faut quand même dire, puisque le Conseil d'État le précise, que c'est quand l'opération a lieu sans contrepartie. Donc il accepte qu'il y a une jurisprudence assez subtile de dire que si l'opération est déséquilibrée économiquement, mais qu'elle a une contrepartie pour la société, elle n'est pas nécessairement répréhensible, elle n'est pas nécessairement taxable. Alors les contreparties, ça peut être quoi ? Ça peut être des contreparties économiques. J'ai fait cette opération pour obtenir des débouchés nouveaux. Donc j'ai fait une opération en apparence désavantageuse
avec un tiers, mais ça m'ouvre de nouveaux marchés, parce que le tiers va me permettre de pénétrer de nouveaux marchés. Je l'ai fait pour des raisons commerciales, pour fidéliser un client. Je l'ai fait pour des raisons juridiques. J'ai accepté peut-être dans une négociation quelque chose qui paraît défavorable, mais ça me permet de conserver un droit au bail, par exemple, avec mon bailleur, qui m'est nécessaire. Donc ces éléments-là, en fait, viennent contrebalancer l'opération économiquement défavorable dans un premier temps, parce que j'ai d'autres opérations plus intéressantes qui vont en découler. Donc ça neutralise l'acte anormal. Mais c'est relativement rare de trouver ces contreparties quand on est dans des redressements de cette nature. Alors, quand on n'a pas la contrepartie, et que l'administration dit « mais attendez, la société elle a fait un acte à une valeur qui n'est pas logique, qui n'est pas celle du marché », elle doit quand même démontrer les éléments constitutifs de l'acte anormal. Alors les éléments constitutifs de l'acte anormal, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la libéralité en droit civil, alors qu'on est pourtant dans de la fiscalité IS et devant le Conseil d'État. Il faut un élément matériel et un élément intentionnel. L'élément matériel, c'est l'écart de valeur entre le prix de vente et la valeur vénale. Alors là, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui est un petit peu au doigt mouillé, c'est écrit nulle part, mais qui a l'air d'être la norme, c'est que l'écart doit être d'au moins 20%. Si l'écart est en dessous de 20%, il n'y a pas vraiment de difficulté, semble-t-il, au regard de la jurisprudence. Dès qu'on dépasse 20% d'écart, l'écart est jugé comme étant anormal et c'est l'élément matériel qui est constitué. Et puis après, il faut un élément intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut que la société ait fait consciemment cette opération à mauvais escient. Il faut qu'elle ait la conscience, il ne faut pas que ce soit une erreur, pas quelque chose qui lui a été imposé, il faut qu'elle l'ait fait délibérément au profit du tiers. Et la charge de la preuve pèse en principe sur l'administration. C'est l'administration qui a la charge de prouver l'existence de l'élément matériel et de l'élément moral. Jusque-là, ça ressemblerait assez à la jurisprudence qu'on a vue, de la jurisprudence des juridictions judiciaires. Mais là où la juridiction administrative va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, c'est qu'elle a inventé et créé des présomptions d'intentionnalité. Donc la démonstration de l'intention libérale, en fait, l'administration va être déchargée de la faire dans un certain nombre de circonstances. Et en fait, il y a deux grandes séries d'hypothèses. La première, qui rejoint ce qu'a dit Renaud dans l'arrêt CRS, c'est quand il existe une relation d'affaires, une relation d'intérêt entre la société et le tiers acquéreur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation d'intérêt, une relation d'affaires? C'est au gré des affaires qu'on le découvre. C'est par exemple quand l'opération est faite entre la société et un de ses actionnaires, typiquement l'arrêt CRS. Quand c'est fait au profit d'un actionnaire, par hypothèse, il est en relation d'affaires avec la société puisqu'il en est actionnaire. Donc ça suffit à créer la présomption d'intentionnalité. Quand l'opération est faite avec un dirigeant, a fortiori. Quand je vends à un de mes dirigeants un élément d'actif, ça c'est également un élément qui fait présumer l'intention de la société de l'avantager. Et puis également, et ça c'est un petit peu plus dangereux, alors on est un peu hors du contexte, des sociétés au sein d'un même groupe, quand c'est entre la holding et ses filiales, la présomption ne s'applique pas, mais quand c'est une opération qui est faite entre sociétés sœurs, donc des sociétés détenues par la même holding, le fait qu'elles soient sœurs du même groupe, ça crée la présomption d'intention libérale. Et donc ça veut dire que dans toute cette circonstance, il n'y a plus que l'élément objectif qui va suffire. Dès que l'administration va démontrer qu'il y a un écart entre le prix de vente et la valeur vénale de plus de 20%, et que l'intention libérale est présumée parce que c'est un actionnaire, un dirigeant ou des sociétés sœurs, les deux éléments de la libéralité sont démontrés. On est dans l'acte anormal de gestion qui déclenche le rehaussement d'IS pour la société et qui déclenche l'impôt sur le revenu pour l'actionnaire sur une base de 125%. Donc première série d'hypothèses dans lesquelles il n'y a plus besoin pour l'administration de démontrer l'intention libérale. Et deuxième série d'hypothèses, là c'est des hypothèses qui sont un peu plus disparates mais qui sont reliées par un point commun qui est que les opérations sont considérées comme anormales par nature. Il est donc impossible pour la société de les faire sans tomber dans la présomption d'intention libérale. Et ça concerne quoi? Une jurisprudence traditionnelle retient par exemple toutes les opérations dites à prix zéro, donc tous les actes faits sans aucune contrepartie. Des prêts sans intérêt faits à quelqu'un par la société, des abandons de créances sans contrepartie. Ça, c'est systématiquement considéré comme des opérations porteuses d'une intention libérale présumée. Et la jurisprudence vient d'en ajouter une qui est potentiellement assez dangereuse, notamment dans un contexte patrimonial, c'est la vente d'un élément d'actif immobilisé. À partir du moment où l'actif est immobilisé, dès qu'il va être cédé pour une valeur significativement inférieure à sa valeur vénale, les 20%, on va présumer que la société l'a fait exprès, parce qu'il n'est pas concevable, d'après le Conseil d'État, de vendre un élément d'actif immobilisé pour un prix inférieur à sa valeur vénale, et pour une autre raison que de vouloir favoriser l'acquéreur. On considère que l'élément d'actif immobilisé, la société y fait particulièrement attention et qu'elle ne peut pas le céder pour une valeur trop faible par rapport à sa valeur vénale. Donc dans toutes ces hypothèses,
la présomption de l'administration, la situation de l'administration en termes de preuves va être très simple. À partir du moment où elle a démontré qu'il y a plus de 20% d'écart entre le prix de vente et la valeur vénale, la messe est dite, l'intention libérale est présumée, et donc la taxation a lieu. Donc c'est extrêmement simple pour elle de parvenir à son résultat. Et alors, il faut savoir que ces opérations, elles concernent des sociétés à l'IS, mais vous avez bien vu que compte tenu des bénéficiaires potentiels et du lien d'affaires, ça va souvent être aussi dans des contextes patrimoniaux qu'on va retrouver des situations comme ça, parce qu'on retrouve de la jurisprudence sur la vente d'un bien par la société à un associé, pour un prix minoré. C'est un arrêt AFIPAC, ça fait une taxation en acte anormal pour la société, en revenu réputé distribué pour l'associé. On a la cession d'un élément d'actif immobilisé, je viens de vous en parler. Alors là, c'était typiquement patrimonial, parce que c'était une société à l'IS qui détenait une magnifique propriété au Cap d'Antibes, qui l'a vendue curieusement pour un prix très inférieur à sa valeur vénale. Eh bien, la jurisprudence, comme je viens de vous l'indiquer, a basculé en disant, mais comme c'est un élément d'actif immobilisé, que le prix est trop bas, automatiquement, l'administration va être réputée avoir apporté la preuve de l'intention libérale. Et donc la société est redressée sur l'écart de valeur, et l'acquéreur est redressé sur le revenu réputé distribué, qui est cet écart de valeur. Et donc la preuve est extrêmement simple. Et puis je vous le cite aussi parce que là c'est un petit peu plus insidieux, c'est sur une double acquisition des personnes qui voulaient acquérir un bien immobilier qui est un appartement à Paris en démembrement de propriété, voulaient le faire acquérir en usufruit par une société soumise à l'IS, et pour la nue propriété par une SCI translucide, donc qui créait un démembrement ab initio pour échapper au fameux article 13.5. Et alors, il se trouve que la valeur de l'usufruit a été un peu forcée et la valeur de la nue propriété un peu minorée. Et l'administration a pu l'établir, et le Conseil d'État a dit qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez chargé la valeur de l'usufruit dans la société à l'IS, ce qui a créé un amortissement trop fort, et donc je rectifie à hauteur le résultat de la société. Et puis, comme la société translucide a bénéficié d'un avantage puisqu'elle allait acheter une nue propriété pour un élément trop faible, pour une valeur trop faible, je considère qu'elle a fait un gain, elle a gagné l'écart de valeur, et les associés, comme c'est une société translucide, ont été imposés sur l'écart en revenus réputés distribués. Donc vous voyez que ça peut toucher des opérations très patrimoniales. Donc cette jurisprudence-là, on la connaît quand on connaît un peu l'impôt sur les sociétés et cette problématique. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de surprise, sauf l'extension rapide et forte de la présomption d'intentionnalité. Mais alors là où ça va beaucoup moins bien, c'est que maintenant, on a aussi le problème des droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes hypothèses. Donc exactement le pendant de TechMeta, sauf que là, ce n'est pas arrivé dans deux affaires, par deux décisions de la même affaire, c'est arrivé dans des affaires disparates. On a une personne qui a fait une opération un peu de la même nature que celle qu'aurait pu constituer un acte anormal de gestion, qui a consisté pour un dirigeant à acheter à une société anonyme un terrain à bâtir. Il a dit qu'il présentait dans son acte l'acquisition à la société d'un terrain à bâtir pour un prix de 3 000 €. Et puis l'administration qui a effectué quelques vérifications s'est aperçue qu'en fait le terrain à bâtir, il était déjà bâti. Donc en fait, il y avait déjà une construction sur le terrain qu'on prétendait nu. Et la construction valait 200 000 €. Alors évidemment, 200 000 € par rapport au prix de l'acte, on voyait que c'était un petit peu gros comme ficelle. Et donc l'administration, elle a voulu taxer. Curieusement, pour une raison que j'ignore, elle est partie sur le terrain des droits de mutation à titre gratuit cette fois-ci. Elle n'a pas utilisé la jurisprudence sur l'acte anormal, elle a dit la société a fait une donation indirecte, une donation qui n'était pas apparente dans l'acte, elle a vendu pour 3 000 €, mais elle a fait une donation indirecte pour 200 000 €. Comme c'est une société et que le bénéficiaire, c'est une personne physique, c'est des tiers, donc le tarif applicable, c'est 60%. C'est exactement le symétrique de TechMeta. Alors le monsieur, évidemment, a dû être un petit peu surpris, parce que ça, c'était un peu imprévisible, et puis c'était quand même très coûteux comme taxation. Et donc il a essayé de se défendre, mais il a perdu à tous les stades, et il a fini par faire un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt d'appel qu'il avait condamné. Alors là, il a été audacieux, parce que le premier argument qu'il a soutenu devant la Cour de cassation, il fallait quand même oser, c'est de dire « Mais attendez, vous ne pouvez pas me taxer au titre des droits de mutation à titre gratuit, parce que ce que j'ai fait, c'est un acte anormal de gestion. Il fallait me taxer en avantage occulte. J'ai triché, certes, mais ce n'était pas le bon texte. Et comme c'est un avantage occulte, ça relevait de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, ça ne relevait pas des droits de mutation. Donc on ne peut pas avoir une double taxation, en fait, du chef des deux modes de taxation. Et puis le second argument, qui était peut-être un petit peu plus sérieux et raisonnable, était de dire « Mais est-ce que c'est véritablement possible qu'une personne morale fasse une donation ? Et d'autre part, est-ce que c'est possible que les textes du Code général des impôts sur les taxations des droits de donation s'appliquent à des personnes morales ? Autrement dit, est-ce que c'est bien par nature possible ? Et la raison était surtout de dire, vous voyez, quand vous regardez le barème des droits de donation, il évolue, il change selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire.
Si c'est un enfant, on applique un tarif progressif avec des tranches basses qui progressent jusqu'à 45%. Si c'est un frère, si c'est une sœur, c'est un taux à 45%. Et puis si c'est un tiers étranger, c'est 60%. Donc on voit bien que consubstantiellement, avec la taxation des droits de mutation à titre gratuit, il y a forcément un lien de parenté entre le donateur et le donataire, sinon on ne sait pas quel tarif s'applique. Donc ça, c'est un argument qui était un petit peu plus subtil. La Cour de cassation a balayé tout ça en disant non, vous avez l'attendu. Le texte du Code civil sur les donations ne dit pas du tout que c'est réservé aux personnes physiques. Ça peut être concevable qu'une personne morale reçoive ou consente une donation. Et le texte fiscal qui est en jeu, l'article 777 du Code général des impôts, prévoit une hypothèse où on peut avoir une libéralité consentie à une personne morale. C'est quand c'est consenti, par exemple, à une association. Une association peut être bénéficiaire d'une libéralité. Et donc la Cour de cassation, on en tire la conséquence que ce n'est pas un texte qui est réservé aux personnes physiques ou aux donateurs et aux donataires ayant des liens de parenté entre eux. Et donc elle valide la taxation à 60% de cette opération. Et donc le bénéficiaire a été, en l'hypothèse, taxé au droit de donation à 60% sur l'acquisition à une société pour un prix minoré. Et alors, on aboutit en fait à la même problématique que celle que Renaud vous a présentée dans l'arrêt Tecmeta, c'est qu'on peut se demander un peu où on va avec une jurisprudence pareille. Alors d'abord, il y a quand même une question à se poser, parce qu'avant d'aller trop vite, il faut se demander si l'arrêt de la Cour de cassation est un arrêt de principe. Est-ce que la Cour de cassation veut s'engager fermement dans cette jurisprudence et à l'avenir taxer, comme le Conseil d'État, toutes les opérations entre les sociétés à l'IS et les actionnaires? C'est peut-être lui prêter un propos qu'elle n'a pas, une volonté qu'elle n'a pas, parce que c'est un arrêt de rejet, c'est un arrêt qui n'est pas publié au bulletin, et c'est un arrêt, quand on le regarde bien, où la Cour de cassation s'est vraiment contentée d'analyser la rectitude de l'arrêt d'appel. Elle a regardé si l'arrêt d'appel avait correctement traité la question, et les moyens du pourvoi étaient faibles en réalité. Parce que le moyen que soulevait le contribuable sur le fait que ça aurait dû taxer en revenus réputés distribués comme un acte anormal de gestion, il ne l'avait jamais soutenu avant la Cour de cassation, donc on ne peut pas reprocher à la Cour d'appel de ne pas l'avoir traité, il n'en avait pas parlé devant la Cour d'appel. Donc le moyen a été rejeté pour ça. Et puis le moyen sur l'article 777, il n'était pas fameux non plus, parce que c'est vrai qu'on avait un peu une difficulté à partir du moment où le texte lui-même visait une opération concernant une société, c'était un peu difficile de dire qu'il pouvait s'appliquer qu'à des personnes physiques. Donc c'est peut-être purement technique, c'est peut-être que les moyens étaient mauvais tels qu'ils étaient présentés. Mais c'est quand même un arrêt qui a été rendu, donc il ouvre une porte. Après, comme Renaud, je suis quand même un peu circonspect sur le bien fondé de l'arrêt de la Cour de cassation, parce que là, on atteint quand même des abysses de perplexité. Personne morale soumise à l'IS, qui est une société commerciale, nous dire qu'elle peut avoir une intention libérale, alors que l'objectif, par nature d'une société, c'est de faire du bénéfice ou de réaliser des économies, que l'intérêt social s'oppose à ce que la société fasse des opérations contre son propre intérêt, ça pose quand même question sur la libéralité, qui est un appauvrissement sans contrepartie. Enfin, c'est quand même un télescopage assez improbable au niveau conceptuel. Donc, c'est un peu étrange. On aurait plutôt tendance à penser qu'il s'agissait d'un abus de biens sociaux et pas d'une donation. Parce qu'en plus, le monsieur dirigeait la société. Je me demande s'il n'y a pas un problème un peu d'analyse juridique. Mais bon, on nous a jugé ça. Après, le problème qu'on a, c'est que rien n'exclut que l'administration retourne voir le monsieur en lui disant « Attendez, je vous ai taxé une première fois au droit de mutation, mais avec la jurisprudence Tecmeta, je peux aussi vous faire le coup de l'acte anormal de gestion, taxer la société à l'IS et vous demander l'impôt sur le revenu. » C'est pas impossible. Et là, on peut se demander s'il n'y aurait pas un caractère confiscatoire, parce qu'on va arriver à des taux de taxation qui vont dépasser 100% de la base. C'est une question qui a été soulevée par les auteurs. C'est pas impossible, mais c'est pas certain non plus. Il y a des principes constitutionnels sur l'égalité de l'impôt, l'égalité des charges publiques, dont on tire le fait que l'impôt ne doit pas être confiscatoire. Mais la difficulté, c'est de savoir comment le Conseil constitutionnel appréhende ces questions-là, à supposer qu'il en soit saisi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Des fois, il considère qu'il faut raisonner impôt par impôt, séparément. Et des fois, il accepte de prendre en compte l'ensemble des impositions de différents chefs sur une même opération ou sur un même patrimoine. Mais c'est un peu du cas par cas. Donc on n'est pas du tout certain que le Conseil constitutionnel jugerait qu'il est impossible de taxer une personne du chef de deux impôts différents quand c'est deux impositions qui relèvent de deux logiques, de deux systèmes. Donc très incertain, en fait, ce recours constitutionnel, si on devait le faire. Dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'administration fait ça ? Et est-ce qu'elle a un intérêt à choisir l'un ou l'autre, ou est-ce qu'elle a le droit même de choisir l'un ou l'autre, c'est-à-dire que devant la même opération, de dire « moi je préfère aller sur le terrain d'acte anormal » ou « je préfère aller sur les droits de mutation selon que ça m'intéresse ». Alors, quel est le droit de le faire ? Ça semble évident, puisque ça fait deux exemples qu'on vous donne où la Cour de cassation comme le Conseil d'État ne trouve pas
d'obstacle à ce que ce soit fait comme ça. Dans l'affaire Tecmeta, c'est criant, puisque c'est à 3 mois d'intervalle que les deux décisions ont été rendues et que le Conseil d'État qui statuait le second savait très bien que la Cour de cassation avait statué 3 mois avant, et ça ne l'a pas arrêté pour rendre sa décision. Donc manifestement, l'administration a le choix des armes. Après, pourquoi est-ce qu'elle choisirait l'une des deux techniques plus que l'autre? Peut-être parce que ce n'est pas tout à fait identique. Ça se ressemble, en fait, l'acte normal de gestion et la libéralité du droit civil, mais il y a quand même des écarts. Il y a peut-être des écarts dans le champ d'application, parce que la jurisprudence en matière civile, et on peut considérer que la Cour de cassation en matière fiscale retiendrait sans doute la même, est un petit peu plus stricte sur le champ d'application. On considère qu'une libéralité suppose un appauvrissement du donateur, c'est-à-dire qu'un élément de son patrimoine sort de son patrimoine et rentre dans le patrimoine du donataire. En revanche, quand on rend des services gratuits à une personne, qu'on, par exemple, on lui prête de l'argent sans intérêt, qu'on lui prête un appartement sans lui demander de loyer, la Cour de cassation est beaucoup plus réticente à considérer que ça peut être le support d'une libéralité, parce qu'en fait, on a perdu un revenu, on a perdu un enrichissement possible, mais on n'a pas perdu, on n'a pas un appauvrissement, on n'a pas perdu un élément de son patrimoine. Et donc là, ça prive peut-être la possibilité de juger qu'il y a une libéralité taxable en droit de mutation, et là, l'administration aurait peut-être que le terrain de l'acte anormal de gestion. Et puis le deuxième enjeu pour l'administration, c'est la charge de la preuve, parce qu'elle a quand même une charge de la preuve à apporter, et on voit que la Cour de cassation sur les libéralités est plus exigeante. Même si dans l'arrêt Tecmeta, l'intention libérale elle est passée un peu vite, elle doit quand même en principe vérifier qu'il y a une intention libérale. Et depuis 2012, les chambres civiles, lorsqu'on est au contentieux sur du rapport ou de la réduction de libéralité entre héritiers, exige la preuve par le demandeur de l'existence d'une intention libérale. Si on ne démontre que l'élément matériel, on perdra son contentieux. Alors que devant le Conseil d'État, on s'aperçoit que la présomption d'intention libérale elle est de plus en plus fréquente. Dès qu'on est en relation d'intérêt, qu'on cède un élément d'actif, qu'on fait une opération anormale par nature, l'administration n'a même plus à démontrer l'intention libérale, elle n'a plus qu'à démontrer l'écart de valeur. Donc tout ça, ça démontre que devant le Conseil d'État, ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, sans doute, la sanction fiscale de ces opérations. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sans doute dans une jurisprudence qui est de plus en plus favorable aux thèses de l'administration, une administration qui est sans doute de plus en plus en pointe sur ces questions. On voit bien qu'il y a plein de décisions sur des transferts de valeur entre personnes morales et personnes physiques. L'administration surveille ça. C'est des fois des écarts qui ne sont pas gigantesques. On parle de 20%. 20% sur un immeuble, en principe, on s'en aperçoit. 20% sur une valeur d'une société industrielle et commerciale pas cotée, c'est pas si évident que ça de s'en rendre compte, parce que la valeur, elle est écrite nulle part et elle n'est pas facile à évaluer objectivement et précisément. Et donc, on a des risques très importants, parce que les sanctions sont à des taux très élevés, et puis le cumul de sanctions est carrément à un taux qui devient quasiment confiscatoire de la base. Donc, c'est un enjeu très fort, je pense, quand vous faites du conseil, ou que vous suivez des personnes qui font des opérations avec des sociétés, de s'assurer de la juste évaluation et de pouvoir défendre son évaluation, parce que sinon on peut aboutir à des catastrophes. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Merci beaucoup Jean-François. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout le monde va être tétanisé. Ça peut être sur l'abus de droit, hein, Jérôme est toujours là. Oui, madame. Oui, j'ai une question. En fait, on a eu un arrêt qui est déjà assez ancien, de 2007, d'une cour administrative d'appel de Versailles, qui avait été non suivie de pourvoi, où on avait en fait une société opérationnelle qui avait une filiale SCI, qui était détenue en partie par cette société et en partie par le dirigeant de la société opérationnelle. C'était l'arrêt Perrault, je crois. Où le financement du bien immobilier de la SCI avait été fait uniquement par un compte courant d'associés de la société opérationnelle. Et cet arrêt de la Cour administrative d'appel avait considéré que l'associé personne physique, par ailleurs gérant de la société opérationnelle, avait bénéficié de revenus distribués. Alors, est-ce que cette décision doit nous faire conseiller de ne jamais avoir, de toujours avoir des apports en compte courant strictement proportionnels dans un tel cas? Écoutez, je ne vais pas m'aventurer à vous donner la solution qui devrait être celle du Conseil d'État, mais je pense qu'il faut être très attentif, en tout cas les juridictions administratives et l'administration le sont, sur les équilibres économiques quand on a des sociétés à l'IS et des personnes physiques. C'est-à-dire qu'elles considèrent, et ce n'est pas tout à fait illogique,
que la société à l'IS, elle n'est pas là pour donner des avantages, pour rendre des avantages à des personnes physiques. Et considère, elle, que tout avantage, même si ce n'est pas du capital qui est transmis du donateur au donataire, mais tout avantage dans un service gratuit, un prêt sans intérêt, un abandon de créance, peut considérer le support d'un avantage occulte. Donc je pense qu'il faut être très attentif. C'est vrai que si le mode de financement, on exagère et qu'on favorise la personne physique, quelque part on lui rend un service, et donc on l'enrichit. Et donc je comprends que ça puisse constituer le support d'une libéralité. Voilà. En termes d'acte anormal et de revenus réputés distribués. Alors si ce n'est pas jugé par le Conseil d'État, il faut peut-être être prudent, parce que le Conseil d'État, notamment en matière administrative, c'est quand même la juridiction suprême. Donc les cours administratifs d'appel peuvent être déjugés, mais ça me semble être un petit peu dans le sens de l'histoire. Hein. J'ai bien l'impression que la jurisprudence est quand même en train de s'amplifier, notamment la jurisprudence administrative sur ces questions-là, et qu'elle va de plus en plus loin, et qu'elle est de plus en plus prête à sanctionner les opérations. Vous avez vu la valeur d'apport, par exemple, ça c'est quelque chose qui est terrifiant. On fait un apport à une société de titres en sursis ou en report d'imposition, donc a priori on pense que ce n'est même pas une opération imposable. À partir du moment où on aura fait une erreur de plus de 20% sur son apport, la société bénéficiaire va être taxée à l'impôt sur les sociétés sur l'écart de valeur. Alors même qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt, puisqu'il n'y avait pas d'imposition sur la plus-value. Et Renault, je ne sais plus s'il l'a dit, l'imposition, ça a été sur 8 millions de bases. Donc la société qui venait de naître, qui venait d'être créée, elle a pris déjà un revenu taxable de 8 millions alors qu'elle n'avait pas de liquidité. Est-ce qu'on pourrait réduire le risque justement en prévoyant un taux d'intérêt sur un compte courant? À partir du moment où l'opération est équilibrée économiquement, je pense qu'il n'y a plus de difficulté. Et peut-être qu'on peut profiter du fait que les taux sont excessivement bas actuellement pour se caler sur un taux de marché. Là, à partir de là, je pense que l'administration elle-même ne redressera pas. Il n'y aura pas vraiment de difficulté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Professeur Sophie Schiller ne veut pas poser de questions. Bon, bah, si Sophie ne pose pas de questions, alors ça veut dire que c'est terminé. Bien, bah, écoutez, nous vous remercions très vivement pour votre fidélité, votre participation, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Il me semble qu'il doit y avoir un petit cocktail qui est prévu. Voilà. Merci à tous.